engagés. Public. Donc, merci. Nous sommes engagés. Pourquoi je m'entends 1 million de fois comme ça? Ça va être parce que tous mes sons sont activés partout. Nous sommes engagés. Donc, OK, c'est plutôt déstabilisant comme ça. Merci, ça commence super bien, un live comme ça que je voulais absolument parfait. On est, tout le monde, j'en profite pour vous dire qu'on est live sur TikTok. Je capote. Donc, salut TikTok. Évidemment, on n'est pas seul. Là, j'ai manqué complètement mon intro. C'est pas grave, ça me dérange pas. Tout le monde... Denis. Hein, comment tu dis, Jay? C'est pas grave, pas en tout, Denis. On va bien dormir en soi pareil. On va bien dormir pareil. On va passer nos contenus. Vous l'avez entendu, hein, je suis en compagnie de Jay. Mais ce soir, imaginez-vous qu'on est 6. Donc, on est en compagnie de Jérémy Lepage. Salut, Jérémy. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien, ça va bien. Figure-toi, Denis, que j'ai terminé ma session aujourd'hui. Donc, je suis très content d'être avec vous. Bravo, Jay. C'est quand même pas un accomplissement banal. On est aussi, celle que vous entendez en arrière, c'est Viviane Martinova-Crotto. Salut, Viviane, comment tu vas? Salut, ça va très bien. T'as été plutôt occupée toi aussi, hein? Ah oui. Parce que c'est pas pour rien là, qu'il n'y a plus d'engagés. Aux vacances. Hein? Vas-y, excuse-moi. Ben, hâte au congé de Noël, des fêtes. Parce que là, ça fait quoi, presque un mois qu'il n'y a pas eu d'engagé public, tout le monde ensemble. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est une gang plutôt occupée. On est aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Denis, ça va très bien. Donc, Benoît, on va essayer de montrer à nos amis. Me montrer. Oui, on va te montrer à nos amis de TikTok. Je traîne mon micro mobile, mais je sais pas comment inverser la caméra. Je sais pas si je peux le faire pendant un live. Il y a du monde à l'écoute. On a 4 auditeurs sur TikTok. J'espère qu'ils... Ben, tiens, Benoît, tu vas de même que je vais inverser ça. Tu vas t'occuper des gens sur TikTok pendant que je continue. des gens sur TikTok. Tu te vois-tu? Est-ce que la caméra est bien placée? Hein? Oui. Salut. Et nous sommes en fait en compagnie aussi qui nous manque notre nouvelle collaboratrice, Marie-Christine Lamontagne. Salut Marie-Christine, comment vas-tu? Un petit peu que je trouve ta caméra, c'est ici. Donc, salut tout le monde, bien contente d'être parmi vous ce soir. Bonjour TikTok, comment ça va? Donc voilà, même TikTok a le droit à son... Oh là, OK, j'ai pas... Moi, je suis sur un Mac, je peux pas encore faire de diffusion simultanée sur TikTok. Imaginez-vous donc que c'est réservé à ceux qui ont des PC pour qu'ils puissent utiliser la plateforme. Cela dit, ben, on va trouver une solution éventuellement pour cet aspect-là, mais pour ce que je fais en attendant, ben, je mets ça de même comme ça, puis ça fait le travail. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute, tout le monde. C'est vraiment un plaisir de pouvoir passer la soirée avec vous. Ce soir, on a un épisode spécial. On a pensé faire un épisode bilan politique 2022. Le jeu, c'est quoi? C'est facile. On va passer chacun notre tour. On va dire quel est le moment politique de l'année qui nous a marqué, celui qu'on veut mettre de l'avant. Et on va s'amuser à faire un tour de table avec chacun des sujets. Évidemment, vous êtes les bienvenus à la maison. Hein? Vous voulez venir participer à notre jeu. Vous voulez venir nous donner un... Vous voulez venir donner votre avis. Il y a Alexandre Gervais sur Facebook qui me dit bravo pour l'intro. Je sens un petit peu sincère. Ouais, je pense qu'il rit un petit peu de moi, Alexandre. Mais Alexandre, il participe beaucoup. On le voit souvent aux engagés publics. Alexandre, j'ai hâte d'entendre ton moment politique marquant de l'année. Donc, vous pouvez venir. Il y a Twitch, il y a Facebook. Il y a aussi YouTube, les YouTubes, où vous pouvez venir commenter puis donner vos avis. Donc là, je ne me relancerai pas à travers les patentes de musique puis tout ça parce que j'ai complètement moffé mon intro. Vive le direct, c'est merveilleux. On va commencer notre épisode. On va se tourner vers Marie-Christine parce qu'on a, comme je vous le disais tantôt, une nouvelle autour de la table. On a quelqu'un de nouveau avec nous. Bonjour. Marie-Christine, laisse-moi juste retrouver mes caméras. J'ai tellement de caméras à gérer. Prends ton temps, je divertis les TikTokers qui sont à l'écoute. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a du monde qui se demandait qu'est-ce qu'on est. On est un podcast politique, en fait. Cher TikTok, bienvenue de nous découvrir sur exactement. Les engagés publics. Merci de t'occuper comme ça de nos gens sur TikTok. Donc, comme je le disais, oui, je suis sur la bonne caméra. Marie-Christine, qui es-tu?
D'où viens-tu? Présente-toi un peu là, pour tout le monde. Ben, bonjour. Moi, je suis une jeune femme de la ville de Québec et je travaille présentement pour le député du Bloc québécois, René Villemur. Je suis son adjointe parlementaire à Ottawa. Donc, la plupart de mon temps, je le passe à Ottawa. J'ai un appart à Gatineau, mais ma ville, ça reste la ville de Québec. Et je me suis impliquée beaucoup. Là. J'ai aussi milité à Québec solidaire. Donc, je gravite pas mal dans les milieux politiques depuis un moment. Puis c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre la belle équipe des engagés publics ici aujourd'hui. Bien, écoute, le plaisir est pour nous. Vous le savez, c'est quoi les engagés publics? Donc, c'est tous des gens qui se sont impliqués ou qui s'impliquent en politique d'une façon assez sérieuse, hein, avec une démarche sérieuse. Parfait équilibre entre côté givré et côté avoine. Marie-Christine, toi, à la distinction de toutes les gens qui sont ici, non, peut-être, il y a Viviane qui s'est déjà présentée. Tu as eu ta face sur un poteau. Oui, 2 fois. 2 fois, j'ai eu ma face sur un poteau. En fait, ma première expérience de candidate, c'était en 2018 pour Québec solidaire. J'ai été candidate dans Montmorency. Ça, c'est Beauport, là, dans le coin de Québec. Et ma deuxième expérience, c'est plus récent, c'est en 2021. J'ai été candidate pour le Bloc québécois dans Charlesbourg-Haute-Saint-Charles contre le conservateur Pierre Paulus. Toute qu'une expérience, être candidat. Oui, ça doit pas être facile, ça prend beaucoup de Parisien, courage. il disait là, qu'une campagne électorale, là, c'est un décapant. Puis c'est vrai, à la fin d'une campagne, là, t'es tout nu, là, puis... Un décapant. tu donnes ton âme. T'as eu combien de votes? Je me souviens pas exactement. Vite de même... je saurais même pas te le dire, là. Parce que t'en as eu un, parce que moi, j'ai voté pour toi. Ben merci. J'ai fini deuxième. C'est ça. Ouais, j'ai fini deuxième contre Pierre Paulus, mais je me souviens pas le résultat. Là. OK, bon, allons-y maintenant. Attaquons nos sujets. Je vais retourner sur mon autre bureau avec mon super micro. Donc, vous avez compris le jeu. Hein? Vous nous donnez vos sujets. Vous nous dites quels sont les moments politiques de l'année qui vous ont marqué. On va commencer avec Jay. Donc, c'est quoi qu'on dit? À tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Donc, Ouais, Jay. ben moi, tu veux, Denis, que je fasse part à tout le monde dans les engagés publics de mon moment préféré de cette année 2022? Ton moment clé, le moment qui t'a marqué, le moment que tu veux mettre de l'avant, celui que tu retiens dans l'actualité politique de 2022, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Ben, je ne serais pas original, Denis. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas original ou bien parce que pour moi, c'est vraiment un moment marquant, mais évidemment, je vais parler du fait que depuis que Paul est en place, il y a eu énormément de pression vu que Paul a été élu, ou Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui a été élu, qui a mis énormément de pression au travers une promesse qu'il avait faite en élection, soit celle de ne plus obligatoirement prêter serment au roi ou à la reine pour siéger pour les Québécois et pour les Québécoises à l'Assemblée nationale. Ben, depuis qu'il est arrivé, ça s'est parlé, ça s'est discuté. Il y a un projet de loi qui a été déposé et adopté. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est historique. Le nombre de fois, Denis, qu'on en a parlé ici aux engagés publics, comme quoi la monarchie, on n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Puis que c'était inutile, ça coûte cher, puis pourquoi on fait ça, ou comme, genre, tu sais, des remises en question dans la vie, professionnellement, personnellement, ou même en politique, c'est toujours nécessaire, c'est très, très le fun. Puis de temps en temps, ça fait pas de mal. Puis là, c'est ça qu'on a fait. Les pressions qui ont été mises, puis la cohérence qui est arrivée, avec laquelle il est arrivé, Paul, à l'Assemblée nationale, a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est historique, mais pas aujourd'hui, là, mais comme depuis quelques semaines déjà, là, les nouveaux élus, puis même ça va être pour le futur, là, ça marque l'histoire du Québec, ben, on ne sera plus obligé de prêter serment au roi ou à la reine, personne dont c'est pas important pour nous, c'est pas qu'on les aime pas, c'est juste que c'est pas nécessaire de faire ça pour pouvoir siéger puis voter pour des lois, voter contre des lois, blablabla. Bref, aujourd'hui, on sert serment, on prête serment au peuple québécois d'abord et avant tout. Puis je trouve que c'est pas mal plus cohérent comme ça. C'est une grosse page d'histoire qui se tourne avec ce projet de loi-là. Puis je suis bien, bien content de ça. Dis-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, quand on parlait de ça, ça semblait toujours compliqué. C'était trop compliqué pour qu'on puisse agir. Il n'y avait rien. C'était impossible de toucher au serment à la reine à l'époque. Hein. Puis là, soudainement, c'est possible. Ça s'est fait en quelques jours. Puis tout le monde était d'accord. En tout cas, ça a été possible à partir du moment où Paul il a mis en garantie son siège. Comme, il a menacé, puis il a comme dit, OK, ben check, moi je suis prêt à ne pas
à ne pas siéger. Moi, de la manière dont je vois ça, là, c'est que chaque souverainiste qui est allé à l'Assemblée nationale, évidemment, il était contre le fait de prêter serment à la reine ou au roi, mais pas au point de s'écarter de là où tu as tant voulu être, soit assis à la banquette de l'Assemblée nationale, là où les grands René Lévesque, Jacques Parizeau et tous les autres de l'histoire du Québec ont été. Genre, fait en ce sens-là, c'est pas contre les souverainistes en général ou contre les autres députés souverainistes qui ont été là avant Paul, mais le fait qu'il se soit servi de ce rapport de force-là en disant « Check, si on change pas ça, moi, je viendrai pas. » Puis là, on va être dans un impasse à tous les jours parce que moi, je suis quand même élu. Ben là, je parle de Paul. Il est quand même élu. Donc, c'est le premier un peu qui a mis ça en garantie. Puis il a vraiment poussé ça. Là. Il a poussé les odds à un autre niveau. Puis ça fait juste en sorte que la CAQ n'a pas eu trop le choix de réagir. Ça s'est discuté. Dans les médias, ça s'est discuté. Puis bref, ça s'est fait. Fait que moi, je suis vraiment content, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est surtout le fait qu'il ait mis son siège, comme ses fesses, sa banquette, en garantie de comme là, moi, je viendrai même pas si je suis obligé de faire ça, puis je viendrai pas. Point. Mais je suis quand même élu. Fait qu'il faut trouver un compromis. Puis le compromis, il a gagné son pari. Fait que c'est vraiment cool. Benoît, comment tu vois la chose, toi, de ton côté? Moi, je pense que le timing était bon aussi dans la mesure où la reine est décédée aussi, là. Tu sais, parce que la reine, tout le monde la voyait. Moi, je me rappelle tout le temps de la reine, puis je suis pas mal plus vieux que vous autres. Puis, tu sais, elle faisait quasiment partie de la famille, la reine. Donc, je pense que le fait que là, la reine décède, ça a amené l'affaire. La mienne, Benoît. Non, moi non plus. Non, mais je veux dire, de manière de parler, là, elle faisait partie des meubles, tu sais, là. Donc, je pense que le fait que... C'est clair que le roi Charles III est un peu moins populaire. Un peu. Ouais. Les oreilles, là, c'est moins... En même temps, ça aurait pu servir d'empathie à l'égard de la monarchie, du fait de savoir que, justement, notre reine nationale était décédée. Ça aurait pu servir à la cause de... on va pas changer ça parce que, justement, c'est pas notre elle, genre, déjà qu'elle n'est plus là, en plus, on prête plus serment à elle. Peut-être, moi, je le vois plus à l'inverse que Benoît. Je sais pas. On prête déjà plus serment à elle parce que ça aurait été au roi. Là, on prête pas serment à la reine décédée. Vas-y, LP. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet événement-là? Ça a été quoi qui t'a marqué dans ce contexte-là? LP qu'on avait furieusement pas présenté, en tout cas. LP, je t'ai pas présenté tantôt? Oui, c'est pour ça que je voulais dire, en fait, parce qu'en fait, c'est un peu de ma faute. J'ai oublié de me mettre dans les notes, fait que... Ouais, je suis 100% responsable de tout ça. C'est un autre joueur. C'est le bonus, cadeau bonus qui vient. Mais tu sais, je pense que je voulais reprendre un peu le point de Jay. Tu sais, Jay parlait des souverainistes, mais je pense qu'on peut aussi parler des non-souverainistes. Je pense que ça doit faire des dizaines d'années qu'il y a bien du monde. C'est probablement une majorité depuis bien des années qui siège, qui trouve que ça n'a pas de sens, mais ça en prenait un qui avait les guts de tenir la ligne, puis de pas choquer, puis de dire moi j'y vais à 100%. Sinon, probablement que ce serait juste pas passé. T'sais, même si ça se parle, même si ça se parlait de plus en plus, s'il avait décidé de faire la promesse ou peu importe, ça se serait probablement fini là, puis on serait passé au prochain appel. T'sais. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir c'est quoi la prochaine étape. Est-ce que le Canada va enfin devenir indépendant? Indépendant. C'est quoi l'autre pays? C'est la Barbade, les Bahamas? Trop vite, là. Il y a la Ligue monarchiste là, qui ne se laissera pas faire. Là. Ils vont se mobiliser. Oui, ils sont pas sentis. Ça, oui, ça existe. Ils sont très sérieux. On s'est sentis offensés. Je ne sais pas trop c'est quoi la formule, là, mais... Ils ne se sont pas sentis respectés ou ils n'ont pas été écoutés. Ça fait des années qu'on les respecte beaucoup trop. Mais pourquoi on rit? C'est cruel. On ne devrait pas rire. Tout le monde a droit au respect. Marie-Christine, comment tu l'as accueilli, toi, ce moment-là? Moi, je suis vraiment d'accord avec Jay. Là. C'est PSPP, il a fait de la pression politique. Tu sais, quand tu comprends comment ça fonctionne, la politique, tout est une question de pression politique et de rapport de force, en fait. Mention spéciale quand même à Sol Zanetti qui avait déposé le premier projet de loi en 2019. Le fruit était mûr, là. Mais c'est ça, le fruit était moins mûr en 2019, mais sans la pression politique des trois mousquetaires péquistes, je suis pas sûre que ça aurait bougé, même avec le contexte qui était très favorable, parce qu'il n'y aurait pas eu d'obligation, on aurait mis ça au calendrier grec, on aurait arrivé en fin de session, puis ça ne serait pas passé. Mais c'est vraiment une bonne affaire que ce soit aboli enfin le serment. C'est un geste symbolique qui est important. Mais moi, là, j'aime ça qu'on va en substance des choses. J'aurais aimé ça qu'on
qu'on utilise ce prétexte-là pour parler de notre système politique. Hein. On est dans une monarchie constitutionnelle. Le premier ministre, là, de plus en plus, a le pouvoir concentré entre ses mains. C'est un monarque élu. Les ministres, là, ils sont de plus en plus à sa merci. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent garder leur poste. C'est un peu comme des valets. Donc, il y a comme tout un champ lexical autour de la monarchie qu'on aurait pu appliquer à notre modèle politique démocratique. Donc, j'aurais peut-être aimé ça qu'on utilise ce prétexte-là, mais quand même, bravo Paul, bravo PSPP, bravo au PQ. Donc, selon toi, on aurait manqué l'occasion d'une bonne et grande discussion nécessaire. Bien, l'occasion est encore là. Mais oui, effectivement, là, on n'a pas raté le bateau, mais... Oui, c'est ça, exactement, Jay. C'est pour ça qu'on est là. On l'a fait, la discussion, nous. On l'a fait, là. Oui, mais c'est ça. Je trouve que c'est un bon prétexte pour justement se remettre à la question, est-ce qu'une monarchie constitutionnelle, ça a encore lieu d'être de nos jours, tu sais? Viviane, j'aimerais vraiment t'entendre sur le dossier. Oui, merci. Mais d'abord, je suis tellement soulagée pour ça. Je sais comment ça lui a fait mal d'avoir à passer par ce processus-là. Puis ça me fait penser que, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est extraordinaire qu'il ait eu le courage de le faire. Mais une chose aussi qui l'a aidé quand même, c'est que par le passé, il y a eu certainement des tonnes de députés souverainistes qui voulaient pas le faire, qui étaient prêts à mettre leur siège aussi en jeu. Mais ultimement, ce qui l'emportait, c'était aussi la loyauté d'équipe. C'est que tu prends une décision en équipe, puis tu peux pas laisser une personne ou deux personnes ne pas le faire, puis les autres considèrent que il y a trop de dossiers urgents, faut qu'on soit à la table des décisions et tout ça. Donc, je pense que ça veut pas, ça l'a aidé quand même de se retrouver tout à coup avec une petite équipe, puis qui soit capable de dire, OK, nous autres, on est all-in là-dessus. Puis aussi, encore une fois, ça a été mentionné, mais le fait que Sol Zanetti avait beaucoup défriché le terrain auparavant, juste à la fin de la législature précédente, justement. Moi, je trouve que ça illustre, puis j'enlève rien au PQ puis à Paul Saint-Pierre Plamondon, on avait besoin qu'il fasse ça, puis c'est extraordinaire qu'il l'ait fait. Ça aurait été mon sujet aussi si Jay me l'avait pas volé. En fait, c'est pas vraiment ça. Arrêter le sujet de tout le monde, moment. Oui, c'est ça. En fait, quand même quelque chose qui est à retenir, c'est l'importance de la diversité des tactiques quand on veut faire avancer quelque chose. Parce qu'il y avait quand même quelqu'un à l'Assemblée nationale qui a fait passer un projet de loi, qui a même fait embarquer le Parti libéral pour pas qu'il s'y oppose. Ce qui m'amène à me demander si le Parti libéral voit plus clair en n'ayant pas de chef. C'est peut-être une situation. Quelle belle ligne. Hey, écoute, juste pour la petite histoire. C'est la diversité des tactiques pour faire avancer un point. Puis juste pour terminer, ce qui est quand même ironique un peu, c'est que finalement, ça soit le parti plus conventionnel, entre guillemets, le Parti québécois qui a fait de la pression pure et dure, puis le parti plus perçu comme plus radical qui a fait le bout de chemin à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est un petit peu drôle. Mais, est-ce que dans sa nouvelle mouture, le Parti québécois est encore un parti, comment t'as dit, traditionnel ou plus conventionnel? Conventionnel. Écoute, mais quand même, pour la petite histoire, c'est moi, là, j'ai imposé un veto, puis j'ai dit ça, c'est le sujet de Jay. C'est pas parce que Jay l'a volé, il a même pas pu le choisir. C'est même pas mon vrai sujet de l'année. Ça y revenait de droit. Je voyais personne d'autre venir nous parler de ça. C'est comme il le méritait. Ça fait tellement longtemps. Il faut que les auditeurs le sachent. Ça fait tellement longtemps que Jay milite, puis il croit, puis il veut. Puis ça, c'est un petit gain. Puis ça va dans le sens de ce que tu disais. C'est quand tu parles de la multiplication des tactiques pour... ça, c'est une petite victoire. Puis, Jay, j'imagine le bonheur que ça a pu... Mais là, tu nous dis, Jay, que c'est pas ton sujet. C'était quoi, d'abord, ton vrai sujet? Qu'est-ce que tu aurais mis de l'avant si t'avais pu... Attends, juste avant, excuse-moi, je sais que c'est plate parce que je te pose une question, mais là, il y a les gens sur TikTok. Je vais dire bonjour aux gens sur TikTok. Je vais arrêter le live sur TikTok. Restez en ligne, ceux qui sont sur... Venez nous rejoindre, en fait, sur YouTube, Facebook ou Twitch. C'est les engagés publics. Vous êtes les bienvenus. Vous allez pouvoir venir nous dire vous-même quel est votre sujet de l'année, votre sujet politique de l'année. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a trois de nos intervenants qui ont
qu'on n'a pas, pour lequel on n'a pas le son sur TikTok. Donc, je vais arrêter de vous infliger ça. Venez nous rejoindre plutôt sur les plateformes où tout est là. Donc, je vois que les gens s'en viennent. J'arrête le live, puis ce que je ferai, c'est que tantôt, pendant que Marie-Christine ou Benoît ou quiconque autre aura une longue intervention, je trouverai une façon de mettre le son et je repartirai le live de TikTok. Ce qui est le fun, c'est que je sais pas comment arrêter un live sur TikTok. ça, c'est un autre. Peut-être qu'on va rester live, finalement. Terminé maintenant. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je reviens. Jay, c'était quoi ton vrai sujet, sinon, dans ce cas-là? Non, en vrai, ça, c'était pas mal dans mon top 2 des sujets si j'avais à choisir. Mais je pense que celui qui m'aurait... le premier qui m'est venu à l'esprit quand tu nous as demandé, en fait, de notre moment préféré, c'était l'évidence du... comment je peux dire ça? Comme le mode de scrutin actuel, là. Genre, avec l'élection, ça a mis une évidence claire, puis ça, on va en reparler tantôt, comme quoi, genre, la représentativité de la volonté des gens est vraiment mal chiée à l'Assemblée nationale en ce moment. OK, ben écoute, ça, on l'a moi, comme c'est un sujet. gros moment. On l'a comme sujet. François Legault, il disait tout le temps, genre, non, il l'a promis, puis il disait, non, mais là, on le fera pas parce que là, comme les gens en veulent pas, genre, les gens, ils parlent pas. Promesse d'ivrogne, hein? Mais au lendemain des élections, tout le monde faisait que parler de ça. Puis genre, on en parle encore aujourd'hui, puis on va encore en parler. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés, il y a des groupes sur Facebook qui se sont faits pour changer ça, parce qu'on en parle, genre, c'est vraiment un enjeu. Fait que son argument là, de juste dire, mais les gens en parlent pas, c'est complètement faux, puis maintenant, on en parle. Il va falloir se battre des bus, je pense, pour que ça change. Ouais. Ouais, c'est qu'il nous mais a comme, dit, hein. pour moi, ça, c'est très majeur parce que ça montre vraiment une grosse faiblesse de notre système politique à plusieurs partis. Puis je pense pas que ces plusieurs partis-là sont voués à disparaître dans les prochaines années. Genre, je pense pas qu'on est voué dans les 5-10 prochaines années à revenir à du bipartisme. Fait qu'il faut comme s'adapter puis faire un petit bonhomme de chemin là-dessus, je pense. On aura l'occasion d'y revenir parce que ça a été sélectionné par quelqu'un d'autre comme sujet. Est-ce qu'il y a parmi vous, chers intervenants, chers c'est pas des conférenciers, chers intervenants engagés publics, quelque chose que vous vouliez ajouter sur le serment à la monarchie avant que je passe à l'autre sujet? Bien, juste mentionner quand même là, que ça parlait à l'international là, du fait de notre volonté de s'en débarrasser. Puis là, tu sais, dans le contexte où avec sur Netflix, là, Harry et Meghan aussi qui font des leurs, là, la monarchie est sérieusement en danger. Là. Fait que ça va être intéressant de suivre ça, même d'un point de vue externe au Québec, là, l'avenir de la monarchie. La monarchie passe dans le tordeur un peu, effectivement. Oh ouais. Est-ce qu'on aurait donné des idées, montré que c'est faisable à d'autres pays du Commonwealth? J'ai l'impression que les Français étaient plus efficaces à ça au 18e siècle, mais peut-être. Oh, on a toujours été non-violents au Québec. Presque toujours. Presque toujours. Valise de char. OK. On va y aller maintenant avec notre prochain sujet. On va parler des petits chèques à Legault. Donc, c'est de même que Viviane nous l'a amené. Viviane, c'est ton sujet. Je te laisse introduire la chose. Pourquoi tu as choisi les chèques à Legault? Hein? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on nous l'a communiqué, là, le 600 piastres à Legault. Mais je vais revenir là-dessus. Explique-nous pourquoi c'est ton sujet. Bon, c'est mon sujet, un peu, je dois reconnaître parce que c'était très frais à mon esprit, mais c'est aussi un peu mon accroche pour parler de, plus globalement, le contexte économique qui est quand même un gros enjeu de l'année, je trouve. Une inflation qui est folle, qui est anxiogène, qui est amplifiée par la guerre en Ukraine, qui est un autre sujet qu'on va aborder plus tard. Quand la pandémie a commencé, il y avait des memes qui circulaient sur le fait que là c'est la pandémie, donc on se bat contre le virus. Après ça, on est menacé par la crise économique que ça va faire à cause de toutes les perturbations qu'on a eues de travail, de production, tout ça pour stopper la propagation du virus le plus qui était possible. Puis après ça, la crise climatique en arrière de ça qui nous attend encore plus forte. Donc là, inflation de 7-8%, dépendamment où est-ce qu'on regarde. Cette année, c'est très gros. Les salaires aussi augmentent, mais pas nécessairement aussi vite, puis pas nécessairement partout non plus. Donc, il y a des gens qui sont très, très pénalisés par une inflation forte comme ça. Et bon, la réponse à ça du gouvernement, ça a été la plus simpliste et la plus
douteuse qu'il pouvait avoir et la plus électoraliste qui était on envoie des chèques avant Noël à tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, c'est tout le monde qui a un revenu de moins de 100 000 et moins, je pense, ou 100 000 proche de ça. Il y avait une gradation. Il y avait une gradation. Oui, il y avait une gradation. C'est ça, exactement. Donc, tu recevais 500 ou 600. C'était pas mal ça. Je me souviens qu'on a eu une Donc, on avait eu une discussion semblable, mais pour la taxe orange. Oui, c'est vrai. Oui, mais inversé, parce que là, j'étais de l'autre bord. Mais... Mais attends, le montant, normalement, c'est 600, c'est ça? C'était 600 pour les tu l'as reçu, 600 ou 400. Tu l'as-tu reçu? J'ai reçu un chèque, mais je me souviens pas c'était quoi le montant. Je me demande si je me fais arnaquer. LP en Plus que reçoit 100 000 tellement. piastres par année. Ben oui. Ben non. LP, il reçoit tellement de chèques. LP, il est pété dessus. Ben oui. Je savais pas. J'attends de connaître le salaire de Denis. Complètement. Ouais, c'est ça. Ça intéresse personne. Une petite parenthèse pour terminer mon point. C'est clair que le gouvernement avait des surplus à dépenser parce que avec cette inflation-là, il y a quand même une accélération de l'activité économique. Comme j'ai dit, dans l'ensemble, les salaires augmentent aussi. Il y a des surenchères de salaires un peu parce qu'il y a des manques de main-d'œuvre. Puis, le gouvernement du Québec a eu un accroissement naturel de son budget de 10,5 %. Mais devinez combien a été l'accroissement naturel du budget du gouvernement du Canada maintenant. On t'écoute. Essaye quelque chose. Jay, essaye quelque chose. Jay, on va laisser Pouvez-vous Jay. répéter la question, s'il vous plaît? Sachant que le gouvernement du Québec a un budget qui a augmenté naturellement de 10,5 %. Des revenus qui ont augmenté de 10,5 %. Ouais, Taxes et impôts des Québécois. Ça a augmenté Quel en est une seule année. l'accroissement naturel des revenus du gouvernement du Canada cette année? Du gouvernement du Canada, OK, je sais de mémoire, pour avoir travaillé dans ces chiffres-là, mais j'espère que je ne me trompe pas, que les revenus du gouvernement fédéral, ça me semble que c'est c'est autour de 330 milliards. Fait que si tu dis 10 OK. je dirais de quoi autour de 40 En milliards. pourcentage. En pourcentage. Non, c'est Il y a correct. Christina Pinard sur Facebook qui nous dit 15 %. Fait que là, tout le monde va falloir que vous vous commettiez parce que On va là, faire, The Price is on va Right. pas voir la question. Moi, je dis 25 %. Jay, donc 10 pour Jay, Ben, moi, je vais dire 12,5. 12,5 pour Marie-Christine, Ben 16. 14,2. 16, 14,2. Donc, Tellement Viviane, loin. ben non. La réponse est de 30,6 %. Ben non. Arrête-toi fou, donc. hein? Puis on n'a pas encore de transfert en santé. maudit. Ben, c'est ça. Non, parce qu'on fait pas bien ça. Non, on fait pas. Non, c'est ça. Ouais, c'est On vrai n'est que pas assez bon. ce que le fédéral touche, ça fonctionne Ben, bien. Hein? Système de paye Phoenix, l'immigration. En tout cas, on en reparlera. Parce qu'on n'était pas en campagne électorale, d'après moi, cette année pour eux. Donc, c'était le double, Christina. C'était plus du double de ton guess, Christina. C'est fascinant. OK, on va y aller. On va faire un tour de table sur ce sujet-là. Tiens, tu avais l'air t'étais bien partie, Marie-Christine. Poursuis donc. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet aspect-là? Ben, moi, la seule chose qui me vient en tête, là, c'est quelque chose que dirait probablement le capitaine Charles Patnaud. Là. Petit chèque par-ci, gros gain électoraux par-là. Hein? C'est ça la stratégie des coms. Puis, ouais, donc, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est ça. C'est Ça l'important. fonctionne-tu? C'est ça, Ben, ma question. moi, Ça je pense que fonctionne-tu oui. vraiment? Je me souviens, il me semble, regarde le sondage. Oui, c'est ça, ils sont omniprésents. Puis c'est pas la première fois qu'ils font ça. Là. Ils avaient fait ça en campagne électorale en disant 1000 piastres d'impôts dans vos poches, let's go la gang! Puis vous pensez que c'est vraiment ça qui fait la différence? Là? Ben, ça nuit pas. J'espère que non. Que Il c'est me semble ça, que c'est ça nuit déprimant. pas. Ça l'aide. Il me semble que c'est super déprimant si c'est Ouais, vrai. Je suis bien d'accord. là. Ouais. C'est une crise de la Ouais, mais démocratie. c'est-tu déprimant recevoir un chèque de 500 $ par la malle? Ben, en échange de ton vote, oui, c'est déprimant. Il y a José. T'es pas obligé de voter pour eux. T'as des standards moraux trop élevés. Il y a José Rivard sur YouTube qui nous dit que ce sont les sorties des fonctionnaires à la retraite, puis les retards accumulés, puis dans la gestion de la retraite qui fait que les surplus, qui pourrait expliquer une partie des surplus. Je m'y connais pas. Marie-Christine, justement, on est avec toi. Poursuis. T'es à Ottawa. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement dans le fond? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait expliquer? De quoi ça, répète ça? Ce que José nous dit, elle dit que c'est les départs à la retraite et les retards accumulés dans la gestion, justement, des retraites qui fait que c'était surplus, qui pourrait expliquer une partie de ces surplus-là. Ah, écoute, ça se pourrait, là. Je suis pas assez ferrée là-dedans. Là. Moi, je suis plus dans le volet questions éthiques, accès à l'information, francophonie internationale. Fait que c'est pas mon domaine d'expertise, mais
mettons qu'Ottawa, c'est une grosse machine, puis ça fonctionne pas, il manquerait d'huile, puis plus que ça, il faudrait, tant qu'à moi, mettre tout à terre, mais c'est un autre sujet. on va poursuivre notre tour de table sur le sujet. Jay, as-tu de quoi ajouter sur ce point-là? Oui, toi? j'ai de quoi ajouter, mais je ne suis t'écoute. pas encore prêt. Fait que j'aimerais que tu passes à quelqu'un d'autre. Pas de problème. Aucun problème, c'est à la bonne franquette. Parce qu'il pige des mots dans son chapeau pour voir lesquels il y a. Bon, ben vas-y, LP, on t'écoute si ton Scrabble est prêt. Ouais, ben je sais. On dirait que ça fait pas de sens parce que plus que tu as d'argent, plus tu devrais dépenser. Fait que ça te prendrait un encore plus gros chèque là, si tu fais beaucoup d'argent. Fait que il me semble que ça fait encore moins de sens là, pour pouvoir garder tes dépenses là, au même niveau. Mais non, mais c'est juste un peu absurde. Là. Je pense que je trouve que c'est comme une drôle de mesure, effectivement. On dirait qu'on s'en va acheter des votes ou quelque chose comme ça, ou juste se garder. Parce qu'après ça, ce qui est intéressant, c'est que les élections viennent juste d'avoir lieu. Fait que est-ce que c'est une façon de dire, hey, regardez, nous autres, on garde nos promesses, on avait promis de vous renvoyer de l'argent, taxe est faite. Puis, est-ce qu'ils vont continuer à faire ça à chaque année pendant 4 ans pour que ça rentre dans la tête des gens qu'avec la CAQ, tu reçois de l'argent, puis ça continue comme ça, tu sais? Mais ultimement, s'il y a pas mal de monde qui décide de ne pas en avoir besoin puis qui finissent par le donner à un organisme ou quoi que ce soit, peut-être que ça va finir par valoir la peine. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce dossier-là, c'est de voir, j'ai vu sur TikTok, entre autres, là, vous l'avez vu tantôt, je suis très TikTok depuis un bout. Hey, en passant, 96 000 vues pour les engagés publics depuis l'ouverture de leur compte sur TikTok, je capote bien raide. Tout ça pour vous dire que j'aime ça, hein, sauter du coq à l'âne. Tout ça pour vous dire j'ai vu beaucoup de stories, beaucoup de TikTok, des vidéos, des memes où les gens s'étaient accaparés, avaient donné un nom aux $600. Ils appelaient ça carrément le $600 à Legault. Moi, je pense, Benoît, que ça a un impact plus important. Puis là, on a vu le dernier sondage, hein, qui est Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est sorti. Je pense que ça a un impact plus important qu'on pourrait l'imaginer. Tu sais, je veux dire, des crinqués qui voient la vertu en politique, il n'y en a pas tant que ça, à part toi. Oh, autre affaire. C'est l'histoire de ma vie, on me dit tout le temps. C'est pas ça que les gens veulent entendre. Ben, il reste que c'est du concret, c'est du sonnant. Puis juste avant Noël, les gens attendaient leur chèque. Et quand je regardais justement ces espèces de communications-là, ben il y en avait beaucoup. Puis c'était premier degré, des gens qui disaient « Hey, j'ai pas eu avez-vous eu votre 600$? J'ai pas eu mon 600$. Ils attendent leurs 600$. » Ça représente quelque chose d'important. Sauf pour les riches comme Benoît. Un chèque, c'est un chèque. C'est ça que tu dis? Un chèque, c'est un chèque. Chèque est dans le mal. On a plein des chèques, fait qu'un chèque, c'est un chèque. On va poursuivre notre tour de table sur le sujet. On est rendu. J'ai-tu fait le tour? Non, Jay, as-tu fini de te fouiller dans le chapeau? Ouais, moi, je suis prêt. Avant d'y aller, Denis, j'aimerais juste revenir sur ma petite joke que je viens de faire à l'égard de Denis. Moi, je suis content, pas à l'égard de Denis, à l'égard de Benoît. Je suis content, Benoît, que tu fasses de l'argent. Et on en avait parlé c'est épouvantable que ce soit moi qui passe pour le riche dans cette affaire-là ici. Je dis. Non, moi aussi, je suis content que tu fasses de l'argent, Benoît, je voulais le dire. Les gens qui font de l'argent, c'est bien correct. Oui. Tu la gagnes sainement, là. Oui. Non, mais on comprend pourquoi je me suis fait arnaquer parce que je fais pas 100 000 puis j'ai pas eu 600$, me semble. En tout cas, je vais regarder dans mes. Pendant qu'on fait ça, là. Si tu fais pas 100 000, t'es un quêteux. Combien qu'ils m'ont donné. Regarde si t'es pas temps de voler ton identité ou quelque chose. C'est ça. Il y a 75 000. Live aux engagés publics. En tout cas, moi, je voulais joindre ma voix à celle de Jay pour dire que moi aussi, je suis content que tu sois riche, Benoît. Puis, t'as pas à rougir de ça. OK, maintenant, on va passer à Jérémy. On est prêt à t'écouter. Ah, ben c'est ça. Moi, c'est full intéressant qu'on parle de ça parce que moi, j'ai reçu une enveloppe justement de François Legault pour avoir mon chèque, puis je ne l'ai pas encore ouvert. Fait que je vais l'ouvrir avec vous autres. On va pouvoir découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais pouvoir découvrir ton salaire. J'ai comme juste commencé à l'ouvrir, mais j'ai pas encore checké qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que bref, je vous fais part du cadeau que François Legault vient de m'envoyer. Oh, que ça, c'est ça. C'est quand même beaucoup d'argent. 600 000, c'est quand même énormément d'argent. J'avais un papier. Il y avait un petit mot avec ça? Oui, il m'a même envoyé un petit mot, notre cher premier ministre François Legault. Je vous lis ça. C'est écrit comme ça. OK. On dirait que c'est écrit à la main. C'est un peu écrit à la main. Parce que je vous dis ça, il s'est personnalisé. Un peu. Juste un peu. Je suis très content d'avoir ça. C'est écrit « Cher Jérémy,
Afin de Écris ton nom causer, complet. contrer l'inflation, excusez, j'ai fait un petit lapsus, des choses qui arrivent, nous sommes fiers de vous envoyer de l'aide financière. Comme vous faites partie des plus pauvres de la société, ça je confirme, nous vous envoyons 600 $. Merci beaucoup. Suggestion d'utilisation. Épicerie, paiement de loyer, Hydro-Québec, casino, SAQ. Oh, c'est écrit 2 pour 30 $ sur le rouge à la SAQ. C'est quand même intéressant. C'est écrit don à la CAQ aussi. Je ne ferai pas de don à la CAQ cette année, même si j'ai reçu mon 600 $. Bref, 600 $, là, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis moi, je l'ai reçu, puis je ne sais pas vous, moi, je ne l'ai toujours pas dépensé, puis je ne sais pas en quoi je vais le dépenser. Puis j'ai réfléchi à ça. Est-ce que vous entendez la sonnette chez Oui, vous? mais c'est pas grave. Je savais même c'est pas que commandé j'avais de la une sonnette pizza. chez C'est le nous. livreur de chèques. C'est ça. Non, Non, mais c'est commander de la pizza, c'est la première dépense. Ça pour dire là, que je réfléchissais à ce que je vais faire avec mon 600$. Je sais pas si vous autres aussi vous avez pensé à ça. Puis je me suis dit, genre, je devrais même pas réfléchir à où je devrais le dépenser. Puis je devrais pas le dépenser parce que je vais juste causer un petit peu plus d'augmentation généralisée des prix l'an prochain. Puis genre, c'est pas cool. Genre. Fait que moi, je vais le laisser dormir dans mon compte chèque. Je m'en servirai plus tard. Je vais pas m'en servir. Je vais peut-être en donner un peu par-ci par-là. Parce qu'en vrai, là, en vrai de vrai, j'en avais pas besoin, même si je suis genre je paye même pas d'impôts là, parce que je suis dans la dernière classe, j'en ai pas tant besoin. Je vis de mes prêts et bourses puis de ma petite job étudiante de professeur de danse country. En soi, je considère même pas que j'en avais tant de besoin que ça. Fait que j'imagine même pas ceux qui gagnent 80 000 ou 90 000 par année, qui, oui, ont des hypothèques puis d'autres peut-être obligations financières plus grandes que moi, mais qui doivent en vrai pas tant en avoir besoin et qui l'ont quand même reçu leurs 600 $ ou 400 $, quelque chose comme ça. Fait que bref, je pense que ça touchait 96 % de la population ou de quoi de genre ce chèque-là. C'est 3-4 milliards, je pense. Puis il y a beaucoup de gens qui ont touché cet argent-là qui, selon moi, n'avaient pas besoin de cet argent-là. Et Chris, on est d'accord. C'est ça que je trouve poche de cette mesure-là. Ah, Je ne ferai pas mon don à la CAQ cette année. Il y a Christine sur Facebook qui nous dit qu'elle, de son côté, elle en a profité pour faire un paiement accéléré sur son hypothèque. Vous voyez, ça peut. Il y a toutes sortes de choses. Il y a José Rivard sur YouTube qui nous dit que. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on l'a déjà eu, cette discussion-là, ici, aux engagés publics. Elle dit que. Selon elle, puis elle nous écoute, puis elle dit tout ça me fait penser qu'on devrait se concentrer sur les plus petits gouvernements, sur les gouvernements locaux, donc au municipal et ainsi de suite. La décentralisation, on aurait dû en parler. C'était intéressant. Bravo, merci beaucoup, José. Merci tout le monde, en fait, de participer comme ça. C'est vraiment le fun de vous avoir dans le chat actif. Ça amène une autre dimension. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est je pense que ça vous a rendu tous un petit peu cynique, là, le 600$ à Legault. Je trouve ça dommage quand même. Il y avait de quoi d'intéressant. C'est dommage que plus on se met le nez dans la politique, plus on vous sent cynique. On va passer maintenant, on passe à la scène internationale parce que c'est LP qui nous amène sur la scène internationale. Il faut que vous sachiez, tout le monde, que LP a oublié d'écrire sur mes notes qu'il était présent. Donc, je ne l'ai pas présenté. Par contre, ce qu'il n'a pas oublié, c'est de mettre à peu près 8 pages de notes sur la guerre en Ukraine. Ça, il y a pensé. Fait que LP, on t'écoute lire tes notes. Non, mais on n'est pas obligé de parler de tout, là, tu sais. Ben, vas-y. Mais en fait, au début, je voulais un peu dire que, bon, on va parler de la guerre en Ukraine. C'est pas super joyeux comme sujet, mais je pense qu'il y a quand même des choses à retirer de tout ça, puis c'est pas un conflit qui est fini. Puis si on considère, bon, on peut dire que bon, c'est commencé depuis février 2022, ou si on revient à l'annexion de la Crimée, on peut dire que c'est commencé depuis février 2014. Fait que on se remet en contexte, hein? Fait que l'Ukraine, il penchait un petit peu trop là, du côté de l'Occident, avait des petites tentations pour joindre l'Union européenne, etc. Fait que la Russie a fait son classique comme en Georgie, puis ils ont décidé d'envahir. Puis, depuis ce temps-là, l'Ouest, donc nous incluant, on essaie de les supporter, de garder le couvercle sur la marmite nucléaire, en même temps d'affaiblir la Russie autant que possible pour mettre fin à ce conflit-là avec l'issue, disons, qui nous favoriserait le plus. Mais encore après plus que 10 mois de conflit,
En fait, on ne voit pas encore la fin arriver. Puis on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a plutôt on voit plutôt une longue guerre, une guerre d'attrition en territoire ukrainien se préparer. Puis je pense qu'on a beaucoup de choses. Ça l'a beaucoup occupé le paysage médiatique, mais je pense que particulièrement ce qui m'a intéressé. Je ne sais pas si on peut dire que c'est particulièrement intéressant une guerre. Je pense qu'on devrait juste préférer qu'il n'y en ait pas. Ouais. Mais ça m'a poussé à me poser des questions, peut-être un regard différent sur cette guerre-là. Tu sais, comment est-ce que ça a été médiatisé? Parce que je pense que le nouvel Internet là, a vraiment changé plus que jamais là, la médiatisation de la guerre. On est comme rendu une version 3.0. Fait que, tu sais, avant, je sais pas moi, quand le roi de France se battait avec le roi d'Angleterre, il y avait les bardes ou je sais pas trop quoi. Après ça, il y avait des journaux. Après ça, on a eu la télé. On passe des bardes à TikTok. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, c'est ça qui est fou. C'est que, tu sais, même quand on se souvient, en tout cas, moi, je me souviens en 2001, 2003, quand l'OTAN a envahi l'Afghanistan, puis ensuite les Américains ont envahi l'Irak. Pour moi, pour nous, collectivement, c'était comme une redéfinition de c'est quoi la guerre, parce qu'on pouvait regarder à la TV, puis voir des bombes tomber sur des villes, puis voir comme l'avancement comme quasiment quotidien de la guerre en regardant CNN, en regardant Est-ce que c'est encore possible, les réseaux de nouvelles. Maintenant, on a comme... C'est extrême, là. On a poussé ça au prochain point, vraiment, là, avec les nouveaux moyens de communication multimédia, les réseaux sociaux, les drones personnels, les Instagrammeurs guerriers, etc. Ça, oui, c'est fascinant, les Instagrammeurs guerriers, on va y revenir, mais est-ce que c'est encore le cas? Moi, j'ai l'impression, c'est vrai, tu sais, quand les Américains sont entrés en guerre contre l'Irak, la première fois, on a vécu la guerre en temps réel et on a l'impression qu'ils l'ont regretté. Justement, que la guerre soit autant exposée en temps réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on l'a d'une façon hyper médiatique à travers les médias sociaux, mais j'ai l'impression qu'en réalité, on ne voit ce qu'on veut bien nous montrer, ou en tout cas, c'est beaucoup moins... C'est pas on n'a pas un suivi en continu avec un regard journalistique qui nous permet de suivre. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de journalistes qui suivent, qui sont sur sur le terrain, qui sont sur les fronts pour nous rapporter justement l'actualité, la vérité. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai une bulle... on va dire, j'ai une bulle très militarisée, peut-être. Là, je sais pas. Ben, on peut-tu le dire? Ben, 20% de mon feed sur YouTube, etc., c'est des vidéos qui ont de près ou de loin rapport avec la guerre en Ukraine, la guerre en général. J'imagine qu'on peut dire que tu es sergent, je pense. Caporal? Non, mais je suis maintenant capitaine retraité. Oh, capitaine, excusez, pardon. Ouais, un officier, pas un sous-officier. Non, c'est ça. Capitaine. Mais tout ça pour dire que au final... T'as pas reçu ton 600$, c'est ça? Ouais, OK. Non, mais là, finalement, j'ai checké puis je l'ai eu, fait que je suis correct. Même un capitaine à la retraite? Je vais peut-être le donner justement à un organisme pour les anciens vétérans. Aider l'Ukraine, mais bon, peu importe. Oh, c'est bien. Le gouvernement fédéral, peut-être. Donne-le au gouvernement fédéral pour aider. Mais je sais pas, en tout cas, fait que moi, de mon côté, ce que je vois, ma bulle, mon feed, c'est très, très les gens sur le terrain, mélangé avec des analystes militaires, mélangé avec des journalistes qui vont sur le terrain, mélangé avec des gens qui font de la propagande anti-ukrainienne. Fait que je vois quand même un tableau assez varié, puis je sais pas de quoi a de l'air vos bulles puis vos feeds. Ben moi, je vois aucunement des affaires de guerre sur mon feed. Mais ça fait pas partie de mes algorithmes. Qu'est-ce que tu vois sur ton feed, Jay? Oh, ça, c'est une bonne... Je sais même pas si je devrais vous dire ça. Non, c'est pas vrai. C'est 18 ans et plus, coucher les enfants. En vrai, là, moi, je vais vous faire une confidence. Moi, dans le fond, j'ai toujours eu de la misère à m'endormir dans la vie. Puis ma façon de m'endormir, c'est de regarder des vidéos sur YouTube, style ASMR, mais pas genre ASMR, des petits bruits comme ça. Là. Non, pas comme ça. Genre des gens qui débordent des cadenas.
C'est Qui dévore des cadenas. qui débarre des cadenas. J'écris débarrer un cadenas. Puis moi, ça m'endort. Genre. Fait que moi, mon feed YouTube, là, c'est des vidéos de gens qui débarrent des cadenas. Ou bien des gens qui craquent des dos puis ça fait de l'ASMR. C'est ça mon feed. Ça vous ennuie pas, je vais quand même... C'est extrêmement spécifique. Oui, puis j'aime ça. Là. Il sait ce qu'il veut. C'est absolument fascinant, puis je veux absolument qu'on revienne là-dessus, mais c'est parce qu'on parlait de la guerre en Ukraine. Mais j'aimerais qu'on fasse un tour avec le sujet que LP nous a amené. On va commencer avec Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ce moment, c'est quand même pas un moment banal, effectivement? Quand c'est arrivé, on capotait tous. Hein? Comment t'as vécu ça? Mais c'était vraiment une grosse affaire. Moi, je me sentais préoccupée, mais les tensions géopolitiques partout, là, puis on n'en parle pas, mais ça brasse aussi à bien d'autres places ailleurs. Là. Je pense, mettons, à la Palestine, je pense à l'Iran, je pense à la Corée du Sud puis la Corée du Nord. Il y a des tensions géopolitiques partout. Mais moi, je trouve que ce que la guerre en Ukraine révèle aussi, c'est la question de l'armement. Parce que là, l'Ukraine veut qu'on les arme pour les aider à se défendre, mais là, il y a un équilibre à atteindre parce qu'on ne veut pas non plus que d'armer l'Ukraine, ça provoque une escalade des offensives armées. Puis ça, c'est la même question plus générale. Là. On ne veut pas s'armer, mais en même temps, il faut être suffisamment armé pour être une force dissuasive, pour pas être vulnérable, mais on ne veut pas non plus provoquer une course à l'armement. C'est comme, on dirait, un cercle vicieux tout le temps qui s'alimente. Puis d'ailleurs, à ce titre-là, le Canada est un exportateur d'armes, puis c'est pas très glorieux pour nous. Ouais. C'est un gros marché, le trafic d'armes. Je pense que c'est le deuxième plus gros trafic au monde. Ça a toujours fonctionné, ça a toujours existé. Mais c'est ça, il y a du monde qui font du cash avec la guerre. C'est quand même aberrant. Ouais, mais dans le contexte actuel, j'ai l'impression que ça devient nécessaire. Cet équilibre-là est nécessaire. Puis je dis pas nécessairement... Bon, oui, il y en a qui en profitent, mais l'OTAN a besoin d'agir. Puis, ça demande des armes. Donc, que ce soit des pays de l'OTAN qui le fassent, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque dans ce contexte-là? Mais juste avant de... Je vais passer la parole à Benoît, puis je fais tout le temps ça. Je pose une question, puis après ça, je dis d'autres choses. Mais Marie-Christine, j'aurais voulu savoir, toi, ton fil de Instagram, TikTok et compagnie, est-ce que tu as une part, un pourcentage guerrier dans ton... Moi, je vois beaucoup de l'Iran. Là. Je me sens très interpellée par les femmes iraniennes, mais par les hommes aussi iraniens. La révolution iranienne, c'est quelque chose qui est vraiment beau, qui est vraiment porteur. Puis peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais honnêtement, le courage que ça prend, juste pour pouvoir se faire un câlin dans la rue qui n'ont pas le droit, c'est vraiment fascinant ce qu'on voit, ce qui se passe. Puis, je sais pas si vous avez entendu la chanson là, de l'artiste qui parle justement de cette liberté-là. Le nom m'échappe, là, excusez, je ne l'ai pas préparé d'avance, mais... c'est beau, puis honnêtement, ça me touche, puis je me dis, waouh, la liberté des peuples, c'est ça, là, tu sais, c'est le peuple qui se prend en main lui-même. Puis c'est un sujet qui est très sérieux, mais si on veut que le monde aille mieux, il faut d'abord que nous, en tant qu'individus, on prenne en main notre société. Donc, un feed où il n'y a pas de... T'as pas un feed guerrier, tu reçois pas beaucoup de... Je l'ai vu en masse, la propagande ukrainienne, là, moi aussi. D'ailleurs, c'était intéressant. Ukrainienne ou russe? Ukrainienne. Moi, j'ai vu la propagande ukrainienne dans le sens, il y avait, mettons, des ballerines là, qui allaient à la guerre ou, des artistes qui devenaient militaires tout d'un coup, puis qui appelaient un peu comme les États-Unis ont fait jadis, là, toute l'espèce de romantisme d'aller défendre sa patrie. Puis c'est de la propagande, mais on dit de la propagande mise à la bonne cause, mais ça reste de la propagande pareil, parce que oui, mais il y a une nécessité, il y a une utilité à la propagande dans un contexte comme celui-là. Oui, mais je trouve que ça pogne plus facilement dans ce cas-là. Je sais pas, moi, quand les Américains ils disent des gens comme toi s'en vont à la guerre en Irak, je sais pas, moi, ça m'appelle pas tant que ça. Mais Top Gun, vous avez vu le nouveau Top Gun? Oui. Ah, absolument. Ça, c'est de la grosse propagande, là. On va se le dire. C'est de la propagande des États-Unis. Parce que c'est cool de piloter un avion de même. Si tu veux piloter un avion de même, c'est dans l'armée que ça se passe. Ça me semble super crédible, en plus, tout ce qui se passe là-dedans. Moi, ça... On va poursuivre le tour. Viviane, est-ce que ton feed est un feed guerrier? Non, pas vraiment. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui, par rapport à la guerre en Ukraine, ça a tellement obsédé mes pensées au début. C'était juste ça aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde était tellement sous le choc, empathique par rapport à l'Ukraine, par rapport au peuple ukrainien.
effrayé aussi parce qu'on n'est même pas sorti d'une pandémie avec laquelle on est en train d'apprendre à vivre. Puis là, guerre qui nous a fait peur, qui laissait entrevoir une guerre mondiale, là, parce que c'est tellement des puissances importantes qui sont concernées. Puis à partir de... Puis on suivait ça quotidiennement, puis on en a déjà parlé aussi d'ailleurs aux engagés, mais moi, il y a eu des matins où je me réveillais en me demandant, bon, est-ce qu'il y a une fille dans le monde qui a été... oui, il y a eu un moment où je regardais le même. Première chose. Puis il y a comme une espèce de lassitude qui s'est installée, je pense. Et c'est pour ça, c'est là que je réponds à ta question, Denis. Je vois plus beaucoup passer de nouvelles par rapport à l'Ukraine. Ça, c'est intéressant. Je pense que les gens ne sont pas insensibilisés. Je pense qu'un peu, oui. Un peu, oui. Il y a encore toujours beaucoup de sympathie par rapport aux Ukrainiens, puis de désir d'aider, mais c'est rendu une trame de fond, j'ai l'impression. Oui, exactement. À un moment, le cerveau s'habitue à son contexte parce que sinon, c'est pas vivable. C'est rendu une catégorie de faits divers là, dans le journal. Bon, ça se passe, c'est encore en lieu, puis on est rendu à telle étape. C'est pas mal ça, la guerre, d'habitude. Là, l'Ukraine, c'est comme si on l'avait su un peu parce que c'était du monde qui nous... je veux dire, ça, c'est rendu quasiment identitaire de dire ça, puis là, je vais passer pour un raciste, mais bon, ça y est. C'est en Europe, là, tu sais, c'est pas... tu sais, la guerre, là, à un moment donné, on entend parler, c'est donc bien terrible, la guerre, puis après ça, on arrête d'en parler. Ben, l'Ukraine, ça a fait ça aussi, là, vraiment. Puis là, le monde prend des bombes sur la tête, là. Mais regarde, les gens qui ont pris des bombes sur la tête en Irak, là, ils les ont pris sur la tête la même affaire, là. Hein? Toi, tu penses qu'il y a phénomène, etc., il y aurait un phénomène de reconnaissance qui fait que, puisqu'ils sont plus proches sociodémographiquement en termes de description que de nous, qu'on aurait une empathie différente que lorsque les bombes tombent en Afrique, par exemple? Ben, en général, mais là, je pense qu'on est revenu à la même chose. Là, on est revenu en Ukraine, en Afrique. C'est égal. Tombe des bombes. OK, on le sait. C'est bon. Aujourd'hui même, le président ukrainien... Ça, dans le trollage, là. Est allé aux États-Unis, est en visite aux États-Unis. J'ose même pas imaginer le déploiement de sécurité autour de cet avion-là. Mais tout ça pour dire que c'est dans un scénario pour aller... se voir octroyer la technologie nécessaire pour les missiles Patriot, pour créer un dôme de protection au-dessus des villes, donc intercepter les missiles russes. Je pense qu'il y a des soubresauts, hein? Il y a quand même des petits bouts. Pensez-vous que... Puis moi en fait, ça me rejoint beaucoup ce que tu disais, Viviane, sur la peur. Moi, j'ai vécu le même phénomène que toi. Là, le matin, la première chose que je regardais, c'est s'il y avait une bombe atomique qui avait explosé sur Terre. C'est terrible quand tu y penses. Puis là, effectivement, l'actualité, le quotidien, la course, ainsi de suite, nous a un peu rattrapé cette espèce de dominance-là qui était dans l'actualité, cette grande anxiété-là. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une surprise? Genre, là, maintenant qu'on a baissé nos gardes, qu'on est un petit peu moins anxieux sur le sujet, que ça pourrait justement arriver que, comme là, peut-être qu'il y a un champignon atomique au-dessus de Kiev? Ben, je sais pas. Je pense qu'une des affaires que la population en général mondiale redoutait, c'est que la Russie passe la mop en Ukraine, puis là, c'est pas arrivé. Là, là c'est comme... là, l'Ukraine tient son bout. Il est tenu, grâce aux armements de l'OTAN. Oui, mais en tout cas, moi, je pense que tout ça, ça fait partie à ramener ça un peu dans la normalité. Puis est-ce que ça pourrait dégénérer? Et parce que ça va dégénérer longtemps, là, parce qu'une bombe atomique n'aura pas rien qu'une. Là. Non. Mais il y a eu une bombe qui est tombée en Pologne, il me semble. Ça a failli déclencher une représentante de l'OTAN, mais là, finalement, c'était correct. C'était des bombes ukrainiennes, ce qu'on vous a dit. Mais là, on a de la misère à croire ce qui se passe. Benoît, on a de la misère à croire n'importe quoi. Ouais. C'est rendu débile. Et quand tout le monde ment tout le temps, ça fait pas en sorte que... C'est quoi déjà la métaphore? Là? Il y a même des gens qui pensent que la Terre est ronde. Tu sais. Ils sont il y a du monde qui écoute des bruits de cadenas pour s'endormir. J'avais une question pour Benoît avant de quitter ton... oui, parce que c'était le tour de table. Est-ce que ton feed
Internet, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, est très guerrier? Non. Là, il était pas mal Argentine soccer là, dans les derniers jours. Ouais. Moi, je dois être le deuxième d'abord comme LP parce que moi, mon On les film. reconnaît, les riches. Aucun rapport. C'est les Je suis en train de dire que j'ai aussi un feed guerrier, puis là, soudainement, je suis accusé de richesse. Hein? Ça, c'est un crime impardonnable. Si au moins je pouvais être coupable. Si je m'en compté des menteries de même, je pense que c'est fort. Là. Quoi? Ça, c'est le fun. Je comprends pas. C'est Pourquoi moi, t'en le fais un riche, sujet? Ben oui! Ben oui, c'est riche, là, puis drôle, un lui. jet, là, tu sais. Qu'est-ce Alors, que en tu dis, exclusivité, prochain épisode des engagés publics, on amène tout un talon de paye ici. Bon, parfait. Enfin, on va l'avoir, la vérité. N'importe quand. Ben oui, toi, tu... Ah non, Ouais. OK. Bon. Denis, c'est ça à quoi ça m'a fait penser. Vas-y. Tu sais, tantôt, on parlait de. Marie-Christine parlait justement qu'il y avait des armes qui se vendaient en Russie puis en Ukraine, puis on était comme, on fait-tu partie des méchants ou des gentils? Tu te souviens du Star Wars 8, Denis, dans lequel il y avait un personnage un peu crackhead, un peu spécial qui je sais pas si tu t'en souviens, là, qui montrait aux gentils comme, tu vois, les vendeurs d'armes, bien, ils en vendent aux méchants puis ils en vendent aux gentils. Ah oui, non, ça c'est dans. Ça m'avait fait penser à ça. C'est dans Ah, Mandalorian. c'est C'est un humoriste qui est super, justement. Mais c'est pas dans The Mandalorian, c'est dans Star Wars 8, ça je me rappelle. Mhm. Ah ouais? Puis c'est genre des bombes, là, c'est comme des vaisseaux Ouais, ça me dit qui quoi, droppent ouais. des bombes. Puis en gros, c'est comme une quête, oui, je pense que c'est dans le casino ou de quoi du genre. Ah, ok. Puis, bref, genre, il finit comme par leur expliquer que tu cours après les méchants qui vendent des bombes, mais comme ton équipe en achète de ces fournisseurs de bombes-là aussi. Fait, mais comme dans la vraie vie, c'est ça aussi. Là. Ouais, C'est une vraiment. réalité que, genre, c'est pas toujours les méchants contre les gentils. Puis du point de vue de beaucoup de Russes, peut-être, ou du gouvernement russe, c'est nous les méchants. puis Mais nous qui c'est comprenons comme pas. nous disait Relatif. Christine tantôt, c'est l'allégorie de la caverne. Hein. Ça dépend tout le temps c'est quoi l'ombre qu'on voit. OK, on va passer au prochain. Denis, là, toi, tu Oui. disais ton fil il est guerrier. C'est Ouais, ça? j'ai un feed assez guerrier, je te dirais. Ouais, mais je pense que d'un autre côté, il faut quand même être un peu prêt à. Bon, s'il y a une bombe nucléaire qui tombe à quelque part un moment donné, peu importe c'est quand ça va arriver, je pense qu'on va tout être surpris, puis on va tout comme se lever le matin et faire Ouais. oh! Mais je pense pas que ça va arriver. Écoute, moi, mais je pense qu'il faut quand même être un peu prêt parce que si les pays de l'OTAN veulent continuer à soutenir l'Ukraine, ben, il faut que nous, on soit un peu prêts à souffrir un minimum pour pouvoir continuer à aider. Je suis pas bon dans la souffrance. Les budgets qui sont votés là-dessus, c'est des gros montants. Mais tu sais, on n'en parle pas là, souvent, mais d'un Vas-y, point de vue Marie-Christine. de la crise de l'environnement, là, on n'a pas les moyens de faire la guerre. Puis genre, vous irez voir Avatar 2, là, moi je suis allée le voir hier soir, là. Est-ce Non, qu'on mais est je vais le voir, câbles, les humains? On détruit la Terre, on se détruit entre nous. On peut-tu arrêter d'être des idiots Ouais, finis? là? ils le disent dans Avatar 2. Mais hey! Tu sais, hein? Non, mais là! Mais t'as un peu juste un point là, sur être prêt à souffrir un peu. Moi, premièrement, la souffrance, c'est pas quelque chose que je trouve très, très sexy. Là. Mais En Occident, on n'est pas bien bon dans la souffrance. pas bon dans la depuis souffrance. 50 ans, Je là, ne on suis est personnellement bien pas très bon dans la souffrance. Je veux Il juste n'y a dire. personne qui est bon dans la souffrance. Là. Voilà. On va se le dire. Là. Ben, C'est pas quelque chose que tu choisis, c'est quelque chose qui t'arrive dessus. Ouais. Être prêt à une bombe atomique, là. Moi, je veux dire, si demain, il n'y a plus d'Internet, je me couche sur la galerie en haut puis j'attends de mourir. Fait que là, imagine une bombe atomique. Je ne peux même pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est... Ouais. Denis, Comment il être prêt à étudiant ça? en marketing numérique. Marketing numérique. Fait que plus d'Internet, là. Denis, il est fait. Il est fini. Mais Donc- ce que ça va prendre, là, c'est que Denis, là. Non, ce que je parlais de Poutine. Poutine, il va Puis il va voir sa tête dedans, puis ça va faire comme dans l'épisode 5, là, puis là, comme une sorte d'Agoba, puis il va faire comme « Ah shit, j'ai des regrets », tu sais, pourquoi on parle de films puis Star Wars, là, fait que c'est ça que ça va prendre. Puis- man. OK, on ça a, va on a vraiment amené le débat à un autre niveau là, avec toutes vos citations de films. Je capote. On est maintenant rendu... On a-tu déjà 3 sujets de passé? On a déjà 3 sujets de passé. oui. Ça fait 1 heure qu'on fait un direct. On a perdu tous nos auditeurs. Et puis personne qui n'ose pas vrai. On a encore du monde à l'écoute. D'ailleurs, tiens, on va aller voir le moment politique annuel de certains de Ça, nos... c'est un sujet lourd.
on a comme... il y a Alexandre Gervais qui nous dit que son moment politique de l'année, c'est le retour du PQ grâce à PSPP qui gagne presque accidentellement son comté grâce à la gaffe d'une autre candidate. Ça, c'est drôle. On a des QS, on va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Le PQ était donné mort depuis une certaine époque. Oui, PSPP a fait une bonne campagne, mais c'est son élection qui lui a permis de s'impliquer dans le stunt du serment au roi. J'aime beaucoup le point d'Alexandre. Est-ce que PSPP, voici la question, je transforme un peu le propos, en tout cas je m'en sers, je m'en inspire. Est-ce que PSPP a gagné son élection par accident? Je vais commencer avec Jérémy, OK? Puis après ça, on va aller voir les gens de QS. Jay. Par accident, là, c'est un très gros mot. Tu es en train de dire que l'unique facteur explicatif c'est Alexandre de son élection... J'ai pas compris qu'est-ce que c'est Alexandre qui le dit, mais continue. OK, excuse. OK, c'est pas toi, OK. Mais dans tous les cas, ça reste la même chose. De dire que son élection, elle est uniquement due, donc à 100%, et que c'est le seul facteur explicatif, le track dans la boîte aux lettres de la madame de Québec solidaire. Moi, je pense pas. Genre, peut-être qu'il n'aurait pas gagné. Ça, on peut pas dire parce qu'il faudrait un contrefactuel, puis on pourra jamais connaître la réalité s'il n'y avait pas eu ce track-là de retirer. On pourra jamais savoir hors de tout doute. Mais de dire que c'est uniquement grâce à ça, je pense que c'est un peu trop fort. Peut-être qu'il aurait perdu par 1000 voix, peut-être qu'il aurait gagné par 500 voix, on ne sait pas. Mais tu sais, il y avait une équipe, il a travaillé, sûrement fait du porte-à-porte, ça reste le chef, le visage, l'emblème du parti, en tout cas à ce moment-là. Fait que genre, ça en est pour cause, en partie, je pense, ça l'a aidé à gagner, mais pas uniquement ça. Viviane, de ton point de vue? Ben, je pense pas que le mot uniquement est implicite dans accidentel. Là. Je pense que oui, les nombres semblent démontrer qu'il n'aurait pas gagné son comté si la candidate de Québec solidaire n'avait pas eu à se retirer. Mais après ça, c'est pas pour rien y enlever de mérite. C'est sûr qu'il n'y avait aucune chance de l'emporter s'il n'avait pas été présent et qu'il n'avait pas fait une campagne. Puis une très bonne campagne d'un point de vue national par ailleurs. Là. Mais je pense que oui, il a été chanceux. Ça l'a aidé. Marie-Christine? Ben, indéniablement, ça n'a pas nuit. Là. Il a été chanceux. Là. C'est clair que ça a aidé, mais moi, ce que j'aimerais que peut-être nous faire réaliser, c'est imaginez là, si on arrêtait là, PQQS là, de se considérer comme des ennemis mortels. Là. Puis qu'on commençait peut-être à viser un petit peu plus haut parce que, tu sais, là, OK, là, 10, 15 députés, c'est correct, là, mais à un moment donné, c'est le gouvernement qu'il va falloir prendre, là, puis on n'est pas rendu là encore. Là, mais Marie-Christine, est-ce que les électeurs et les sympathisants péquistes sont suffisamment vertueux pour trouver grâce auprès de QS? C'est les militants, le problème. C'est pas il y a un problème. Là. Ben, oui, il y a un problème. Puis c'est de chaque bord. Là. Des angry solidaires puis des angry péquistes, ça existe. Les deux... Oh oui, non, les deux existent. J'aime ça, la différence entre les militants et les électeurs. Là. J'aime ça, cette distinction-là. Je peux vous dire qu'en tant que solidaire au Bloc québécois, j'ai connu les deux. Mais oui, ça existe de chaque bord. Mais l'important, c'est les électeurs. C'est là que la masse critique, elle est. Puis les militants, c'est important aussi parce que c'est eux qui sont les moteurs. Puis on y reviendra plus tard à mon point quand on parlera de la crise de la démocratie, parce que les militants sont importants puis ils doivent pouvoir contribuer, mais il n'y a pas juste une manière de contribuer à la démocratie. Mais ce qui est important, là, c'est de comprendre que les électeurs, là, ceux qui votent pour les partis, eux autres, ils nous demandent, il y a eu des sondages d'ailleurs qui ont été publiés par Léger, ils nous demandent des alliances parce qu'ils veulent qu'on dépasse le stade de la deuxième, troisième opposition et qu'on prenne le gouvernement pour qu'enfin on arrive à avancer, là. Parce que là, le Québec est comme pogné dans le statu quo. On est dans un marasme politique. On ne sait plus qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait plus où on veut aller. On n'a plus de projet d'envergure, là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu là, dans le désir de grandeur qu'on a déjà eu au Québec. Puis, tu sais, je vais mettre des parenthèses là, parce que l'intellectuel Mathieu Bellil dirait sans doute que la seule chose qu'on a qualifiée de grand au Québec, c'est la grande noirceur, ce qui est assez révélateur sur notre psyché collective. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, puis je pense qu'il faut recommencer à avoir le goût des grandes choses. Puis pour ça, il faut arrêter de PQQS s'entre-déchirer sur des pacotiers, puis commencer à tout naviguer dans la même direction. Là. Fait que je pense que l'élection de PSPP montre bien à quel point, quand on arrête de s'entre-déchirer, que ce soit forcé ou pas, ça mène à des bons résultats parce que
si PSPP n'aurait pas été élu, force est probable qu'on aurait encore un serment au roi aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Ça n'aurait pas été une solidaire là, dans ce comté-là. Là. C'est sûr. Non, ça aurait été un caquiste. Puis moi, j'ai une question. Selon vous, quand je dis vous, c'est Viviane puis Marie-Christine, puis ça peut être Benoît, LP puis Denis aussi. Il y a combien de pourcentage de votes qui auraient été à Québec solidaire et qui se sont transférés vers le Parti québécois? Selon vous. Qui veut commencer, Viviane? J'ai pas regardé, j'ai pas les chiffres devant moi. J'irai pas. Je me rappelle juste que c'était une bonne circonscription pour Québec solidaire. Peut-être pas au point de gagner la circonscription ce coup-ci, mais il faisait une belle performance puis ça avait. Mais des pourcentages, là, j'ai pas les. C'est ça, c'est que si Paul a gagné puis qu'on dit que si on dit que c'est en partie grâce à ça, il faut forcément qu'il y ait une partie des votes qui n'auraient pas eu, qui auraient été à Québec solidaire. Mais moi, je pense qu'il y en a une, clairement. Là. Je pense qu'on la sous-estime parce que les militants ne s'aiment pas. On la surestime d'abord, vu que les militants ne s'aiment pas? On la sous-estime parce que les militants, eux autres, c'est comme si, mettons, il y a des alliances ou il y a des ententes, je déchire ma carte puis je ne m'implique plus. Mais les électeurs qui sont dans la population, qui sont en dehors des bulles, parce qu'on est dans une bulle politique, hein, puis souvent ça biaise parce qu'on a des expériences négatives avec des militants d'un bord ou de l'autre. Fait que ça biaise un peu notre jugement, mais quand tu es à l'extérieur de ça, tu vois ça de loin, tu dis, je sais pas trop, là, entre PQQS, lequel est quel. Tu sais, les gens ne connaissent pas nécessairement le fin détail, puis il y a des différences. Ben, effectivement. Il y a des différences qui sont substantielles entre les deux partis. Moi, de mon avis, les deux partis ont raison d'être, peuvent contribuer à faire avancer les idées, mais je pense qu'il faut quand même qu'on revienne à l'intérêt supérieur, puis c'est quelque chose qu'avec le temps, on a perdu en politique québécoise. On est dans la politicaillerie, dans la partisanerie, puis on perd un peu l'objectif plus grand que nous, plus grand que les partis, là. La patrie avant les partis. Une hauteur de discours. Ouais, voilà. Viviane, voulais-tu ajouter un truc? Ben, par rapport à cette idée de collaboration PQ Québec solidaire, évidemment, c'est pas moi qui vais militer à l'encontre de ça parce que j'ai quand même plus d'affinité avec le Parti québécois que moins, là. Mais je pense que le gros enjeu, c'est aussi, oui, les électeurs aimeraient ça, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour additionner, unir les forces, avoir plus de chances de faire le gouvernement. Mais côté marketing, par exemple, on sait tous, la grosse différence est sur les questions identitaires. Puis, de chacun de leur point de vue à Québec solidaire puis au Parti québécois, le fait de s'associer rendrait leur message flou sur cette question-là. Donc, c'est comme... Puis ce serait comme de pas bien se positionner sur ces questions-là, puis c'est ça, d'envoyer un message ambigu. Donc, il y a quand même un risque, chacun de leur côté, de perdre beaucoup de monde de leur base respective à cause de ça. Ils vont aller où? Je le dis pas en ayant, moi, mon opinion personnelle. Non, je comprends. C'est une analyse politique. Je comprends très bien pourquoi c'est difficile. C'est une analyse politique. Je trouve ça intéressant. Je vais en profiter pour passer à mon point, puis je vais revenir au point de... Là, il y a quelqu'un qui prend des notes proches de son micro. Puis c'est étonnant un peu pour dans les oreilles. Non, mais je pense pas. Je pense que c'est plus chez soit Viviane ou soit LP qui ont des... je pense qu'ils ont des micros pieds. Moi, mon moment clé de politique cette année, le moment qui m'a marqué, c'est les mauvaises performances de QS. Surtout quand on regarde le dernier sondage, QS est rendu à 10% dans les intentions de vote. J'ai l'impression que on a un Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait, je
pense, moi, personnellement, ma lecture, une mauvaise campagne. Il nous démontre de plus en plus que c'est un jeune vieux politicien il semble beaucoup plus calculateur qu'on aurait pu penser. Il est invisible depuis l'élection. Grosse perte médiatique. Est-ce que c'est parce que les Catherine Dorion sont parties? Je ne le sais pas. Mais quand on entend parler de Québec solidaire, puis tu vas voir pourquoi je fais le lien, Viviane, là, c'était pas juste pour venir bâcher QS, c'est que j'ai l'impression que c'est un parti fâché, c'est un parti austère. Puis là, tu parlais de positions floues. S'il y a un parti qui a des positions floues, c'est bien eux. Là. On n'a qu'à penser à l'indépendance, entre autres, tout ambigu. Même chose sur l'identité, sur le nationalisme. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche le nationalisme, ils reçoivent un coup de pelle en arrière de la tête de par leurs propres militants. Je trouve qu'il y a une incompatibilité qui est de plus en plus présente entre le PQ et QS, et je dirais le nouveau PQ et QS, du fait que justement le PQ, c'est autre chose aujourd'hui. Le PQ est un parti beaucoup plus positif qu'il l'eût cru. Un parti beaucoup plus positif où il y a de l'espoir, où on a un Paul Saint-Pierre Plamondon qui justement démontre un personnage moins calculateur. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence, un fit impossible entre QS et le PQ actuellement qui est flagrant. Mais je reviens à mon point sur mon moment marquant. Est-ce qu'on est en train d'assister... Est-ce que le QS est en train de faire patate? Parce que QS à moins de 15 %, c'est sa base, là. C'est pas... C'est sûr que c'est dans le dur gagné, là, en bas de 15 %. Là. C'est ça. Vas-y, Benoît. C'est quoi? Qu'est-ce que t'inspire mon point annuel? Écoute, c'est ça. Ils sont pas super rassembleurs, les solidaires. T'sais, ils veulent pas de moi parce que je suis trop vieux, je suis trop blanc, je suis trop... T'es pas le bienvenu là, toi. Pas tout. Ben c'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, ils sont pas super rassembleurs. Donc, c'est ce que je leur reproche le plus. Puis, si on lit le programme, il y a des affaires qui n'ont juste pas de calice de bon sens là-dedans. Il y a Nicolas Bourget qui dit soyons honnêtes, QS a détruit le Oui Québec. Ça, moi, je connais pas beaucoup Oui Québec. Faudrait le rappeler. Le politburo et les idéologues de QS en veulent pas du oui. Moi, j'ai un commentaire sur ton sujet du mois, de l'année. Moi, je pense que la chute des solidaires, c'est un peu... en plus d'être ton sujet de l'année, là, c'est ton souhait de l'année. Est-ce que ça se peut, Denis? Là, je vais donner la parole à quelqu'un qui est un peu plus sympathisant QS, parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de bashing en ligne. Qui veut commencer? Ben moi, j'irais. OK, vas-y. Viviane, tu veux y aller? Viviane, c'est sûr qu'elle a de quoi dire parce que depuis tantôt qu'elle roule des yeux en m'écoutant, elle est comme genre, je vais tellement me faire ramasser. Allez-y, vas-y Marie-Christine, puis continue à construire ton tu me rentres après. Je veux souligner qu'il y a des forces vives là, qui ont été élues, puis je suis vraiment contente. Par exemple, Alejandra Zaga Mendez, une force vive pour, d'un point de vue des compétences pour la crise de l'environnement. On a perdu Sylvain Gaudreault qui amenait beaucoup de compétences. Au moins, on a gagné Alejandra. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on soit capable de voir parce que, Colin, des fois, c'est un peu injuste aussi les critiques qu'on fait à QS. Puis longtemps, ils ont été bâchés dessus, puis tout. Mais c'est vrai, il y a des enjeux de croissance à QS. Ça, c'est indéniable. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir dans Québec solidaire. Je me suis jamais cachée que j'ai eu des déceptions aussi. En fait, c'est que il y a eu beaucoup de promesses lorsqu'il y a eu la fusion avec ON. Et ces promesses-là, des fois, sont un peu faites patate. En fait, là, la question que les soldats vont devoir se poser, maintenant qu'ils sont une force reconnue, maintenant que l'effet de nouveauté s'estompe un peu, c'est qu'est-ce que les soldats veulent accomplir? Est-ce qu'ils veulent réformer une province dans un Canada pétrolier de plus en plus centralisateur? Ou est-ce qu'ils veulent faire le pays révolutionnaire du Québec, innover sur la scène géopolitique, puis faire avancer beaucoup de choses? Puis c'est ça la question qui... Mais là, c'est sûr que je le mets avec un billet, on s'entend, parce que moi, ma position est claire, mais il va falloir que cette question-là soit claire. Et lorsqu'elle sera claire, il va falloir que ça transcende dans tous les dossiers. Et ça veut pas dire pays à chaque phrase, là. Ça veut juste dire d'avoir... C'est ça. Mais ça veut dire d'avoir une vision globale de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un des leaders politiques les plus compétents du Québec. Moi, je le dis sans gêne. Ouais. Toutefois, Gabriel a peur.
Moi, c'est mon analyse que je fais. Il a peur et à cause de ça, il se limite. Et ça limite son potentiel. Il a peur de quoi? Il a peur de se tromper. Mais c'est correct de se tromper. Mais tu peux pas te tromper quand t'es souverainiste. Tu peux pas te tromper quand t'es solidaire. Gabriel, si t'écoutes T'as ça, raison. arrête d'avoir peur. Libère toutes tes peurs, puis fonce. Là, c'est ça qui t'a fait démarquer en 2012. Là. Reviens à ça. Fait que, à un moment donné, c'est ça que je dirais. Il faut comme qu'ils enlèvent le bric-à-bras s'ils veulent sortir de ça, parce que sinon, ça va limiter. Moi-même, je me sens plutôt orpheline politique là, sur la scène provinciale. C'est Jay qui joue avec son micro. Jay, on l'entend vraiment beaucoup quand tu twists ton micro comme ça, là, avec tes mains. Je pensais que c'était mon chat qui toussait. Viviane, on t'écoute. Je suis d'accord avec toi, Marie-Christine. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un des plus compétents leaders politiques, en tout cas de la dernière élection. Un des meilleurs politiciens du Québec. Énorme potentiel, sachant qu'il est jeune. Malheureusement, je mettais aussi Éric Duhaime dans cette catégorie-là, puis ça me fait pas plaisir. Mais passons. Je suis d'accord avec toi. Je pense que son défaut, c'est qu'il a peur. Puis pour répondre à peur de quoi, il a peur de perdre les acquis que son parti a fait. Il y a des amis qui ont des sièges qui sont en jeu quand il fait une élection comme ça, puis qui est finalement la face nationale de Québec solidaire pendant la période électorale. Puis il avait peur de pas être capable de faire quelques gains pour ces gens-là, puis de les garder eux en poste. Moi, je pense que tu as raison, Marie-Christine. Peut-être par rapport à l'invisibilité médiatique, là, je suis un peu plus charitable parce qu'on vient quand même de l'élection, ça vient de se terminer. Puis Gabriel Nadeau-Dubois est quand même jeune papa aussi. Il s'est beaucoup absenté dans les premiers mois à cause de l'élection. Donc peut-être qu'il prend un petit peu de recul pour profiter un peu de sa famille présentement. J'attendrai de voir plus tard. C'est sûr que ça a un effet sur les sondages. Je trouve aussi que c'est quand même exagéré de parler de chute de Québec solidaire. Puis honnêtement, je trouve que c'est très partisan de la table ici de dire ça parce que objectivement, leur croissance exponentielle s'est stoppée net. On est d'accord. Il n'y a plus de croissance vraiment. Mais il y a quand même un député de plus. C'est pas rien. Versus juste objectivement, encore une fois, le Parti québécois, que tout le monde est comme « Ah, ça va bien, quelle belle croissance, quelle belle victoire », alors que dans l'absolu, il a perdu des sièges, puis plusieurs. Donc, je veux pas... On va parler du mode de scrutin tantôt. Je sais qu'il y a des tendances qui sont importantes là-dedans, mais je pense que c'est poussé un peu de parler de chute de Québec solidaire, puis de dire que ça va tellement mal. Puis oui, les sondages légers ont toujours été plus bas que les autres pour Québec solidaire. Ça m'inquiète pas tellement à ce point-ci. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir ce que Québec solidaire va faire en termes de positionnement sur l'indépendance parce que dans la perspective, certainement, de faire des gains à Montréal, ils ont été très timides. Alors qu'il y avait toujours eu, par exemple, des pancartes souverainistes et tout ça, ils n'ont pas du tout fait ça cette année. Puis c'est sûr que moi, en tant que personne qui est là, qui est motivé pour l'indépendance du Québec, je me suis sentie un peu laissée tomber. Moi, je suis très ambivalent là, sur Québec solidaire. Je pense que déjà, il y a cette question-là. Il y a le fait qu'ils ont choqué sur le serment de la reine ou du roi. Puis, je trouve pas qu'ils ont choqué. Je trouve que c'est un peu injuste. Moi, je trouve qu'ils ont choqué all-in. Ils ont choqué solide. Ils étaient tout seuls là-dessus. Ils se sont fait voler la POC. Une chance que PSPP était là parce qu'honnêtement, il y a des gestes de rupture dans le programme de QS. Là. Quand même, c'est beaucoup plus fort que de ne pas prêter serment. Il n'y a rien qui a été accompli dans ces 2 semaines-là. Puis c'est un parti qu'on attend dans le courage, QS. Exactement. Il aurait dû être là. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les rôles traditionnels des deux partis ont été inversés sur cette question-là. Je suis d'accord avec vous. Québec solidaire aurait dû être derrière la porte de l'Assemblée nationale à cogner. Moi, je vous le dis, il est beaucoup plus calculateur que vous pensez. Un jeune, vieux politicien, je vous le dis, je suis de plus en plus convaincu de cet aspect-là. LP, je te laisse poursuivre. Je suis ambivalent parce que il y a aussi, tu sais, comme
je pense que j'ai un peu de l'opinion de Marie-Christine aussi qu'ils ont comme plein de projets qui sont super intéressants. Tu sais, comme ils proposent des lois anti-gaspillage, des lois, je sais pas moi, sur la déconnexion. Tu sais, tous des trucs qui sont des idées qui sont relativement novatrices. Mais je vois moins le grand, comme la grande orientation. Puis là, je parle pas de ça prend un grand projet, genre construire des barrages ou faire son lavage la nuit, tu sais, des grands projets de même. Mais je parle plus d'avoir une direction politique claire de un monde solidaire, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est un monde solidaire, c'est plein de petites mesures. Peut-être qu'ils s'additionnent ensemble, mais je vois pas que le tout est plus grand que la somme des partis. Puis c'est ce que j'aimerais voir dans un parti comme Québec solidaire. Toute chose étant égale par elle-même. Par ailleurs. Par ailleurs, merci. On va passer maintenant la parole à Jérémy. Mais moi, je suis d'accord avec Viviane sur le point que je pense pas que Québec solidaire va cracher ou disparaître. Moi, je pense juste on n'est pas là. Ben non. Non, c'est ça, on n'est pas là. Mais il y a un enjeu en termes de croissance. Puis je pense qu'on la voit. Mais en même temps, comme Viviane dit, c'est juste un sondage, là, ça peut changer. Puis s'il n'est pas important ce sondage-là, on est à 4 ans des prochaines élections. Ouais. Fait que ça peut changer, mais il y a un enjeu où Québec solidaire a toujours pu dire on a toujours cru dans le temps. Ils ont eu un député, 2, 3. Après, ils ont eu 10. Là, 11, c'est vrai. Mais en termes de pourcentage de vote. Parce que de mémoire, Québec solidaire avait toujours eu un pourcentage de vote dans les sondages toujours plus élevé ou égal à ce qu'ils avaient eu en 2018, si je ne me trompe pas. Puis là, pour la première fois, ça redescend. Là. On est en dessous du 15, 16. Puis là, en ce moment, je pense que c'est 10. Fait que c'est un peu comme si, là, on en parle, puis c'est correct d'en parler. Je ne sais pas à quel point ça va continuer à descendre ou ça va stagner là, mais c'est vrai que pour la première fois, on peut dire que Québec solidaire, ben là, fait comme les autres pays, les autres partis, c'est-à-dire varier. Puis son taux de pourcentage va varier, des fois à la baisse, des fois à la hausse. Puis là, c'est plus toujours à la hausse. Il est où le vrai potentiel de croissance là, de QS? Là? Ils vont aller chercher où les votes? Ben, moi, j'ai... Tu sais, ils peuvent pas aller... Je peux quand même soumettre quelque chose à votre réflexion. Ce serait le dernier mandat de Manon Massé, qui est quand même co-porte-parole de Québec solidaire. Ce qui veut dire que Québec solidaire va prochainement, probablement, en tout cas d'ici à la prochaine élection, vouloir se choisir un nouvel co-porte-parole féminine. Donc, il y a peut-être là l'opportunité. Puis j'aime beaucoup Manon, là, c'est pas rien, mais une opportunité d'avoir quelqu'un qui soit capable vraiment de lier ce désir d'être inclusif, puis de l'être franchement, là, de l'être clairement, avec un nationalisme puis un indépendantisme qui soit tout aussi radicaux. C'est perçu comme étant des notions contradictoires, mais ça ne l'est pas nécessairement. Puis si quelqu'un qui est bien placé pour le faire, cette personne-là sera à Québec solidaire. Moi, je pense que c'est Ruba Gazal, la personne tout indiquée là, pour faire ce que tu dis, Viviane. Moi, c'en est une que je verrais prendre du galon dans les prochaines années là, à QS. Bon, OK. Avec tout ce que je me retiens, moi, c'est que tout le monde a retenu que mon propos était fort probablement partisan. Tout le monde s'est tantôt gratulé. Ah oui, t'as raison. Mais Denis, finalement, lui, c'est vraiment parce qu'il est partisan. C'est correct, je l'accepte. Juste mentionner que j'ai reçu des commentaires dans un chat privé qui souligne l'intelligence des femmes aujourd'hui. Donc, voyons. Dans notre émission. Donc, Marie-Christine, ça va à ton crédit. Viviane aussi. Merci beaucoup, les filles, de venir relever le niveau. On va maintenant poursuivre avec les moments de l'année. On va y aller avec toi, tiens, justement, Marie-Christine. On n'a pas fait ton moment encore. On va garder le moment de Benoît, qui est beaucoup trop grave et sévère pour être adressé légèrement. Fait qu'on va finir... Ton moment, c'est la cerise sur le Sunday, Benoît. Oui, la cerise sur le Sunday. On va y aller avec Marie-Christine. Marie-Christine, quel est l'élément... quel est l'événement, le moment politique qui t'a marqué en 2022?
C'est une belle continuité parce que quand on parle de partisanerie, hein, ça nous limite. Mais moi, ce que je veux nommer, puis c'est drôle, Jay, parce que on est sur le même picot, je pense, toi puis moi, parce que le premier truc que j'ai dit à Denis, je vais parler du serment. Ah, mais non, c'est Jay qui l'a. Je vais parler de la représentativité de bord après les élections parce que c'est ça mon point, dans le fond. Puis j'en aurais parlé. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Mais mon point, c'est l'élection du Québec de 2022 parce que plus que jamais, ça a démontré à quel point les distorsions démocratiques sont rendues sévères dans notre système. Ça fait des années qu'on parle de réformer le mode de scrutin, de réformer la manière qu'on vote. Ça se passe jamais. C'est tout le temps des paroles d'ivrogne. Mais là, les dernières élections ont vraiment démontré les distorsions. Et je vais vous donner quelques chiffres. Bon, le premier choix des Québécois, sans surprise, aura été la Coalition Avenir Québec avec 1 685 573 votes pour 40,98 % du suffrage exprimé. Et ça leur a donné 90 sièges sur 125. Et ça représente 72 % des élus de l'Assemblée nationale du Québec. Alors déjà là, on voit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils sont omnipuissants. Deuxième choix des Québécois, en termes de vote exprimé, aurait été Québec solidaire avec 633 535 votes pour 15,43 % du suffrage. Ça leur a donné 11 sièges pour 8,8 % des sièges à l'Assemblée nationale du Québec. Troisième choix, est-ce que c'est l'opposition officielle? Ben non, c'est le Parti québécois à 600 708 votes pour 14,61 % des votes. Et ça leur a donné seulement 3 sièges pour 2,4 % des élus à l'Assemblée nationale du Québec. Ça s'explique parce que le vote du Parti québécois est un vote qui est très concentré. Malheureusement, nous, on a un mode de scrutin, une manière de voter que c'est le gagnant remporte tout. Fait que tu gagnes avec un vote ou avec 575 000 votes, ça ne change rien. Tu remportes rien qu'un siège, puis ça désavantage le vote du Parti québécois. Le quatrième choix des Québécois aura été le deuxième poste en pouvoir, le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, avec 591 077 votes, 14,37 % des voix, pour 21 sièges qui représentent 16,8 % des votes. Et le dernier, à mentionner quand même, Parti conservateur du Québec, à 530 786 votes, pas si loin du PLQ, pour 12,91 % des votes et 0 siège d'obtenu. 14,37 %. Donc, c'est problématique. C'est quand même problématique de constater Je sais pas, ces distorsions-là. On voit, chaque vote compte, mais honnêtement, chaque vote ne compte pas de la même manière selon où tu votes. Ça fait des années qu'on en parle. René Lévesque, déjà à l'époque, parlait de démocratiquement infect. On le sait, c'est connu, c'est reconnu. Tout le monde s'était engagé même à réformer le mode de scrutin, sauf les libéraux. Et là, ça se passe jamais, parole d'ivrogne. Pourquoi les libéraux sont contre? Ça l'avantage. Parce qu'ils ont toujours été au pouvoir avant, fait qu'il n'y a pas question de faire ça. Ouais, parce qu'une réforme obligerait aussi de redéfinir la manière qu'on gouverne. Là. Ça ne serait pas « je gouverne dans mon coin », il y aurait un partage du pouvoir à faire. Mais c'est le but. Hein? Puis si on revient à la base de notre système politique, là, permettez-moi la petite parenthèse, mais théoriquement, il y a deux concepts, que c'est le gouvernement responsable et l'opposition éclairée. Puis le gouvernement responsable, c'est le gouvernement efficace aussi, qui est en position d'autorité, qui est capable de gouverner. Puis l'opposition éclairée, bien, est censée avoir les moyens de venir bonifier les décisions de ce gouvernement-là. Mais là, en ce moment, ce que les libéraux ont peur, c'est qu'il n'y ait plus de gouvernement majoritaire, qu'ils ne soient plus capables de gouverner, qu'ils ne puissent plus faire avancer d'opposition, que l'État du Québec soit neutralisé constamment. Mais le problème, c'est que là, l'opposition éclairée, elle n'a pas moyen d'être éclairée. Tout ce qu'elle peut faire, c'est faire du temps, ce qu'on appelle en jargon le filibuste à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de moyen pour qu'elle s'exprime. C'est très difficile de faire avancer des projets de loi qui pourraient être bons. Hein. Je pense, par exemple, à Pharma Québec, qui est une très bonne posture. Je pense au travail de Sylvain Gaudreault en environnement, travail qu'il a fait dans l'ombre dans les commissions parlementaires pour bonifier les projets de loi en environnement. On a besoin de ces talents-là. On a besoin de revenir à un esprit de corps. On est dans un contexte de crise de la démocratie. Jay l'a nommé, hein, c'est la fin du bipartisme, mais c'est aussi les campagnes permanentes, l'accélération tout le temps. On gouverne par sondage. On s'éloigne du bien commun, on s'éloigne de l'intérêt supérieur et nos politiques publiques s'en ressentent. Pendant longtemps, là, ça a été les États-Unis qui ont été les porte-étendards
de la démocratie sur la planète, qui portait l'idéal démocratique. Mais là, avec l'assaut du Capitole par les supporters de Trump, avec tous les problèmes qu'il y a aux États-Unis, qui porte l'idéal démocratique? On peut se poser la question, là, la démocratie, ça va mal partout. Ça veut dire que dans les prochains mois, prochaines années, ça va être important là, de relancer là, la réflexion entourant c'est quoi la démocratie puis comment on veut la vivre. Benoît? Je sais pas c'est qui, mais c'est sûrement pas la Russie. Benoît, est-ce que la façon d'amener le débat sur la place publique a un impact dans ce contexte-là? J'aimerais t'entendre ton idée sur les propos de moi, j'aime ça. Évidemment, j'aime ça ce que Marie-Christine vient de dire, puis je pense qu'on est dû pour un vrai changement dans tout ça. Mais aussi, c'est que tous les modèles qu'on voit, ils prennent le vote actuel, puis là, ils le projettent sur de quoi ça aurait l'air. Mais c'est parce que ça ne sera pas ça. Là. Ah ouais, Là, moi, j'ai voté PQ dans mon comté parce que je voulais voter PQ. Après ça, si le mode de scrutin est différent, la dynamique électorale va être différente aussi. Là, puis on va se retrouver avec d'autres choses. Là, ça sera pas. C'est pas parce que ça n'aura pas marché après 1 ou 2 élections qu'il va falloir oublier ça. Là. Il va falloir remettre ça, continuer ça, laisser rouler ça pendant 50, 100 ans. Puis là, après ça, s'il faut refaire une réforme après, on la refera. Mais il faut voir quel genre de bébite ça va devenir, cette affaire-là, si jamais on décide de faire une réforme du mode de scrutin. Mais. Moi, il y en a un qui m'énerve là-dedans, c'est Duhem. C'est ça que j'aimerais ça qu'on parle de Duhem, parce que ça n'a pas de bon sens que Duhem, il y ait 0 député avec 13% du vote. Mais là, il joue comme pas le bébé gâté, mais tu sais, il dit « Ah, mais là, il faudrait que vous me donniez des pouvoirs, même si je n'ai pas fait élire personne. » Alors que s'il avait pris l'angle, justement, de réforme du mode de scrutin, il y aurait un paquet de monde qui aurait appuyé ça, puis moi, j'aurais été d'accord avec lui, ce qui n'arrive pas souvent, il aurait dû en profiter. On aurait eu un convoi du changement de mode de scrutin. Je sais pas, hein? Ça marcherait-tu, ça, un convoi? Wet dream politique, ça. C'est comme s'il ne voulait pas que le monde normal puisse le considérer. Il faut qu'il reste avec les extrémistes. Bon, j'aime pas ça, ce mot-là, parce qu'on l'utilise trop de mauvaise façon, mais avec des gens qui sont vraiment... Il est vraiment dans un groupe. Là. Il est cloîtré là, puis il n'a pas envie, on dirait, d'aller vers d'autres. Un peu comme QS, d'ailleurs. Oh! Il y aurait des rapprochements. Ben non, justement. Mais ils sont chacun le bout, puis la grosse majorité du monde est au milieu. C'est comme s'ils ne voulaient pas lui parler, ce monde-là. Oui. C'est le genre de rapprochement que je parlais. Sinon, ben, tiens, Viviane, tu me fais encore des gros yeux. Vas-y donc avec. Je fais des gros yeux? Non, je fais des blagues. Je fais des blagues. Ma montre a vibré. Je voulais juste prendre l'occasion pour encore dire ma déception d'être toujours tellement naïve en politique. Je pensais que François Legault allait tenir sa promesse de réformer le mode de scrutin. J'ai perdu un pari avec ça il y a une couple d'années quand je disais Justin Trudeau, il va réformer le mode de scrutin. Pas parce que. Puis j'y croyais un peu par cynisme, en fait, parce que je pensais que c'était un bon move stratégique pour Justin Trudeau de le faire pour vrai. J'ai perdu mon pari avec ça parce que ça, il disait évidemment, gros bon sens, il le fera pas, c'est certain. Mais je me refais prendre, moi. À la même affaire. Je me refais prendre. Je pense que je me disais, non, François Legault va le faire, il va tenir sa promesse. Il veut tellement pas ressembler à Justin Trudeau. Ben, c'est ça. Fait que je voulais juste encore remettre sur la scène à quel point c'est une déception que François Legault n'ait pas tenu une promesse qu'il a répétée à tant de reprises. J'ai eu Sonia Lebel en entrevue aux engagés publics qui m'a dit que ça avançait et que tout allait bien. Moi, ce que je trouve le plus fâchant là-dedans, c'est de voir que le parti, puis ta démonstration était tellement parfaite, Marie-Christine, que le parti, tu imagines, 4e en termes de vote reçu, et l'opposition officielle est celui c'est un des partis qui s'est opposé à ce que le Parti québécois ait son financement. On essaie de ne pas être cynique, pas sombrer dans le cynisme, c'est difficile. Puis, je pense que tout le monde est capable, mieux que moi encore, même de prendre la hauteur. C'est triste. Tu sais, quand on dit la démocratie est malade, puis Jay, je vais faire un pont vers toi parce que je pense que c'est un peu ça, vers ça que tu veux nous amener aussi. Il y a un problème en ce moment démocratique que tu voulais souligner. On n'a jamais été aussi loin de la volonté des Québécois. Ah, c'est ça. C'est que l'enjeu, puis on en parlait avant
avant qu'on en parle aujourd'hui. En fait, en tout cas, moi, j'en parlais déjà. Mon idée était faite depuis entre 2018 et 2022 parce que, genre, l'enjeu, c'est que la volonté des gens au travers de l'élection n'est pas représentée comme elle pourrait l'être si on changeait notre mode de scrutin. Puis aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu as quand même 13% des gens qui ont voté conservateur sont représentés à 0%. Puis Marie-Christine nous a présenté les chiffres, puis c'est tout décalé. Plus le parti au pouvoir il est fort, plus il devient très, très fort rapidement parce que tu peux gagner, comme Marie-Christine a dit, avec un vote ou avec 5000 votes d'avance. Fait que à partir du moment où tu as plusieurs partis, notre mode de scrutin n'est pas adéquat à ça. Fait que là, c'est à nous à s'ajuster par rapport à ça. Fait que là, oui, ça va être difficile. Il va falloir effacer des comtés ou genre 75 comtés fixes avec 50 avec des régions. Puis ça, dans notre imaginaire, c'est comme ça se peut pas, ça n'a jamais été comme ça. Mais il y a plein de choses qui se sont faites dans la vie qui ne se faisaient pas avant. Comme avant, les femmes, ne plus prêter les serment. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Puis aujourd'hui, ils votent, puis on ne reviendrait pas en arrière. Prêter serment dans 5-10 ans, là. Dans 5-10 ans, quand je vais avoir des kids, je ne sais pas si je vais en avoir, mais quand je vais en avoir, puis qu'ils vont avoir l'âge de comprendre, puis que je vais leur dire qu'avant, on était obligé de prêter serment au roi ou à la reine, ils vont me dire, genre, ben pourquoi? Ça fait, genre, crissement longtemps que, genre, on s'en fout de la monarchie. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Fait que, bref, moi, je pense que ça peut changer. Il faut juste comme de la volonté. Mais évidemment, genre, ça sert vraiment pas le parti au pouvoir de changer ça, puis c'est le parti au pouvoir qui a le pouvoir décisionnel là-dessus. Mais il va falloir sortir le popcorn là, après les prochaines élections là, pour voir qui va porter serment au roi puis qui portera pas serment au roi. Ça va être le fun de voir ça, puis les spins qu'il va avoir, puis les excuses. Je pense que ça va dépendre aussi dans un an, ça va être qui le roi et la reine. Qu'est-ce que tu dis, le P? Je dis dans un an, ça va dépendre c'est qui, le roi puis la reine. Ou la reine. Charles, quand même un petit bout. Si tu veux prêter serment à la reine ou au roi, comme ça se faisait avant, parfait. Mais que ça ne soit plus une obligation. Juste ça, c'est une immense victoire politique. Non, mais qui va porter la légende? C'est une abolition, mais ils l'ont rendu facultatif. Ils l'ont rendu facultatif, t'as raison. C'est ça. Ouais. LP. De quoi on parle Meilleure transition de la soirée. LP. C'est un bon meme, ça. Capture d'écran là-dessus. De quoi on parle déjà? Ouais, non, mais en fait, on parle de la représentativité. Je regardais les chiffres dont Marie-Christine parlait. Puis c'est vrai que puis là, je compare le PQ puis le PLQ, mais si tu es un électeur PLQiste, c'est comme si ton vote valait 7 fois plus que si tu étais un électeur péquiste. Puis là, je parle pas du parti d'Éric Duhem encore. Tu sais. Je pense que si on regarde là, au Québec, la place où il y a le plus de démocratie, ça doit être dans les assemblées de condos. Là. Puis ça, ouais. C'est un petit coopératif. C'est fini là, dans les associations, dans les coops, c'est là les places où il y a de la démocratie au Québec. Tout le reste, c'est de drôle parce que l'aristocratie élective, mais c'est pas de la grosse démocratie vargeuse. Là. Je pense que c'est Christine Pinard qui nous écoute actuellement, ou José Rivard, je me souviens plus, qui nous disait justement ça tantôt. Benoît, tu voulais ajouter un point? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les 13% qui ont voté pour Éric Duhem, là, en leur donnant pas de voix, là, ça va les garder de bonne humeur, ça. Ouais. Hein? Ils se font pas entendre à nulle part. Ben, dangereux, je sais pas, mais tu sais, ils sont entendus nulle part. Puis, écoute, faudrait les entendre. Ils sont 13%. Il faut les entendre. Moi, j'ai un slogan pour ceux qui se mobilisent pour changer ça. C'est une proposition que je fais, en fait. Vas-y, on t'écoute. Avant, c'était chaque vote compte, mais là, ça devrait être chaque vote compte ou pas. C'est bon, ça. Comme tu dis, genre, tu peux voter conservateur puis ton vote, il compte pas en tout. C'est ça la réalité aujourd'hui. Là, on a... oui, puisqu'on parle de ceux qui militent là-dessus, peut-être mentionner pour ceux qui nous écoutent que le regroupement où aller, si jamais c'est une question qui vous interpelle par rapport à la réforme du mode de scrutin, c'est le mouvement des démocraties nouvelles qui milite là-dessus. Donc, OK. On a... OK, excuse-moi, Viviane, je pensais que tu avais terminé.
Donc, je fais une transition. J'en profite pour spécifier que Snoopy commence à avoir envie de pipi. Fait que je vais peut-être... Il n'y a pas juste Snoopy, Denis. Ah oui, hein, c'est ça. On est, donc, on va y aller avec le dernier sujet. Belle transition. On va y aller avec le dernier sujet de la soirée. Je vous avais prévenu, attachez-vous, préparez-vous si vous pensez que le cynisme vous avait envahi, la misère, la tristesse. Attendez-vous, vous n'avez rien vu encore, car notre dernier sujet, celui sélectionné par Benoît, à qui on a demandé quel est le moment politique de l'année. Et il nous a répondu, Benoît? Les vaches en liberté. Vas-y. C'est ça, absolument. Bon, tout le monde a entendu. Bon, c'est sûr que là, c'est pas politique, c'est un peu gouvernemental. On va voir l'affaire, là. Je vais vous amener à quelque part, puis je veux voir ce que vous allez en penser. Je vous fais un petit topo rapide de la patente. Il y a des vaches qui se sauvent, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont eu peur pendant une tornade ou on ne sait pas trop quoi. Il y a des vaches en liberté. C'est ça le résultat. Ils se retrouvent d'un village, puis la madame qui est en charge de ce village-là, d'un village de 370 personnes, genre, là, pas exactement une grosse ville, se dit, ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? OK, je vais appeler la MAPAC. Elle appelle la MAPAC. La MAPAC suggère d'appeler le ministère de la Faune. Le ministère de la Faune dit, ouais, là, nous autres, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Nous autres, faudrait que vous appeliez à la SPCA. Ouais. Fait que là, OK, elle appelle la SPCA. La SPCA, il dit, non, nous autres, ça, c'est des vaches, là. C'est des animaux de ferme, là. On s'occupe pas de ça. Faudrait que vous appeliez à MAPAC. Fait que là, on retourne au départ. Là, il y a une espèce de spin bizarre là-dedans. Donc là, on a des vaches qui marchent tout seules depuis... Écoute, je vais appeler des cow-boys du festival de Saint-Tite. Fait que là, elle dit, OK, bon. Là, eux autres, ils essayent, ça marche pas, bon. Tout ça pour m'amener à mon vrai sujet, qui est... Moi, quand j'ai vu cette histoire-là, ce que ça m'a dit, c'est pourquoi il n'y a personne qui veut prendre de responsabilité dans tout ce beau monde-là? Tu sais, ils ont appelé à SQ aussi, puis la SQ, ils disent, ben non, on va pas commencer à tirer des vaches. Ça marche pas, là. C'est pas notre mandat. Fait que c'est... Pourquoi il n'y a personne qui veut se mouiller? C'est-tu un truc sociétal qui ont dit, OK, là, il n'y a personne qui veut se mêler de rien, on est super anxieux parce que si on fait quelque chose de pas correct, on va se le faire dire pendant 20 ans parce que ça va être écrit sur Facebook, puis il y a du monde qui ne nous aimeront pas. C'est pourquoi qu'on n'a pas été capable de régler cette affaire-là? Chris, il y avait 10 vaches. Pourquoi le pays, on n'a pas été capable? Tu sais, moi, je dis, c'est des affaires de budget. Parce que si t'es le MAPAC, puis t'envoies quelqu'un, ça te coûte de l'argent sur ton budget. Fait qu'il y a d'autres affaires que tu avais prévues que peut-être qui seront plus possibles de budgéter. C'est le genre d'affaires là que ça va être une niaiserie là, de comme c'est pas vraiment dans mon mandat, je pourrais le faire. On comprend que c'est pas dans le mandat de personne. Je vais buster mon budget. non. Fait que tu sais, mais je pense qu'on a la preuve là, que la meilleure façon de régler des problèmes, là, c'est au plus bas niveau. Au final, c'est pas les ministères, c'est pas les gros gouvernements qui ont réglé des problèmes. Là. C'est comme on disait, hein, c'est la place où il y a de la vraie démocratie, où ce qu'on règle des vrais problèmes, là, c'est dans les syndicats, dans les petites associations, c'est au plus bas niveau. Comment ça s'appelle le livre de À la ferme, là? Les animaux de la ferme, comment ça s'appelle? La ferme des animaux? La ferme des animaux. À la ferme à Mathurin. Animal Farm, Animal Farm. Ouais. C'est là que ça se règle. Tous les animaux sont égaux. Tous les ministères sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les vaches. C'est vrai que c'est les cochons au pouvoir. C'est exactement. Tiens, vas-y donc, Marie-Christine. Ah, ben écoute, moi, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que personne ne voulait agir, mais la saga des vaches, j'ai tellement trouvé ça poétique puis beau. C'est la désobéissance vrai, hein? civile. Les vaches ont vécu leur meilleure vie. Ils ont mangé du maïs. Ils ont vécu en liberté. Ils étaient rebelles. C'était tellement Leur beau. lait a seulement servi à nourrir leur beau. C'est tellement merveilleux ce qui s'est passé là. J'espère que ça aura insufflé un peu le désir de la liberté aux Québécois. Là. Comment la gang? Là? Si les vaches sont capables, on est capable aussi. Ça a fait le tour du monde, hein? Oui, vraiment. Là. C'est une histoire qui s'est retrouvée dans le Wall Street Journal. Moi, j'ai vu que c'était top of... Pas top of Reddit, sûrement aussi, mais c'était en première page des majors. C'est malade. C'est un sujet qui a fini par nous... mais c'est le fun. C'est le fun que ce soit ce genre de sujet-là qui fasse connaître le Québec. Ça a été le fun aussi que les vaches deviennent... Les vaches deviennent wise, là.
Puis là, il se sauve. Puis là, il y a une espèce de jeu de chat et la souris. Puis c'est pas l'humain qui gagne. C'est la vache qui a le dernier mot tout le temps. C'est vraiment cool. Viviane, Pendant Je me rappelais par rapport à ce que tu dis, Denis, tu sais, que ça a fait le Wall Street Journal, puis sur la page d'accueil de Injured, puis tout ça. L'article, à la base, a été sorti le 23 novembre par Sébastien Houle, journaliste au Nouvelliste. Le Nouvelliste qui est membre des Coops de l'information, qui est un journal de Trois-Rivières. Le titre, là, moi, toute l'histoire au complet, c'est mon histoire préférée de l'année aussi. Là, c'est un troupeau de vaches en C'est un peu à ta suggestion, d'ailleurs. Puis c'est comme, ce journaliste-là, ça a dû faire son année. Là. Ben, c'est clair. C'est clair. Qui veut... Jay, dans les notes, c'est écrit « Les vaches à Benoît ». Ouais, non, mais je me demandais. Parce que là, vous en parlez comme si c'était la grosse nouvelle, mais moi, depuis le mois de décembre, je suis enfermé dans mon bureau à faire mes devoirs puis à étudier. J'ai jamais entendu parler de vos crises de vaches. Ben voyons! Mais voyons, Jay! L'humanité. Hey! L'article original, Jay, parce que tu me manques une histoire. Ben, ça m'intéresse. Je veux voir ça, Un mais. bout à pour l'autre, vrai, c'est là, un suspense, là. Écoute, c'est Non, des c'est vaches pas- qui se sont enfuies. Ils ont fait appel aux cow-boys de Saint-Tite pour les Ça va se attraper. régler à la danse en ligne. L'histoire n'en finit plus d'être extraordinaire. oui, je suis allé danser de la danse en ligne avec ces vaches-là. OK. C'est comme le charmeur de souris, mais avec la danse en ligne. C'est ça l'idée, là? Non, pareil, exactement. OK, écoutez, c'était le dernier sujet de la soirée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, tout le monde. On a encore des auditeurs à travers les différents canaux. On a le bruit qui est toujours de plus en plus important. Je sais pas qui fait ce mais ça, c'est moi, bruit. j'ai mis une vidéo de Canna juste pour voir. T'es allé écouter des cadenas qui pour t'endormir. LP. Est-ce que ça t'endort? Non, mais je sais pas si tu l'entends. Est-ce que ça t'endort un peu? Viviane nous a mis le lien pour les vaches sur Facebook. Donc, encore, c'est ça que je suis en train de dire. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, chers collaborateurs. C'est le terme que j'aurais dû utiliser tantôt, de vous être prêtés au jeu encore ce soir. Vous avez consacré votre mercredi proche de Noël comme ça pour venir participer aux engagés publics. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Marie-Christine Lamontagne. Merci, Denis. Merci beaucoup, Louis-Philippe Valiquette, dit LP. Ça fait plaisir. Capitaine. On va l'appeler Capitaine. Capitaine P. Hein, Capitaine P. Viviane, encore une fois, Viviane Martinova-Croteau, merci beaucoup d'avoir rehaussé le débat encore une fois. rehaussé le débat encore une fois ce soir. Merci beaucoup, Jérémy, avec tes milliers. Excuse, je voyais plus. Ça fait plaisir, Denis, ça fait plaisir. Avec tes 600 $. Donc, c'est Denis Martel qui était au micro. J'ai essayé de peine et de misère d'animer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Tiens, je vais partir un petit peu de musique comme ça, genre. C'est la petite musique finale des engagés publics. Donc, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok. Allez sur TikTok. J'adore TikTok. 97 000. En fait, j'ai dit 96 000. 97 000 vues en très peu de temps. On va arranger tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir et avoir des bons lives sur TikTok. On va aller chercher encore plus d'auditeurs de cette façon-là et on va pouvoir parler et échanger notre passion de la politique, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est fini, c'est vrai. J'arrête. Je vais même mettre la petite animation. À la prochaine fois. Merci, Denis.